Ma sœur a refusé de me laisser rencontrer son fiancé et m'a dit qu'il valait mieux que je reste à l'écart du mariage. Alors, je l'ai suivie secrètement un jour pour découvrir ce qu'elle cachait. L'air dans l'église était épais, lourd du parfum d'un millier de lys blancs et d'une hypocrisie suffocante. Depuis ma cachette dans la tribune poussiéreuse du chœur, je regardais la scène se dérouler en bas. Une mer de costumes pastel et de robes de soie, des visages rayonnants d'une joie artificielle. Ils étaient tous là pour le mariage mondain de l'année. Le mariage de ma sœur Léna. Le mariage auquel il m'était explicitement, froidement interdit d'assister. C'est pour le mieux, Delilah. La voix de Léna avait été une lame enveloppée de velours au téléphone il y a 2 semaines. Il est réservé et tu peux être un peu excessive. Nous voulons juste une journée simple et tranquille. Une journée tranquille. Les mots résonnaient dans ma tête. Un rire amer s'est coincé dans ma gorge. En dessous de moi, un quatuor à cordes jouées et du champagne était déjà servi sur des plateaux d'argent. Tranquille, n'est-ce pas? Chaque instinct dans mon corps avait hurlé que quelque chose n'allait pas. Pendant 6 mois, ce fiancé mystérieux avait été un fantôme, un nom sans visage. Chaque tentative de ma part pour le rencontrer était déviée par une série d'excuses de plus en plus fragiles. Il était en voyage d'affaires. Il ne se sentait pas bien. Il était terriblement timide. Mes parents jouaient le jeu, leurs visages lisses, des masques illisibles. Laisse à ta sœur son moment, ma chérie. Ma mère m'avait réprimandé. Ne ramène pas ça à toi. Mais j'avais l'impression que c'était à propos de moi. Le secret était un mur construit spécifiquement pour me tenir à l'écart. Alors me voilà, un fantôme au festin, vêtu d'une simple robe noire, mes cheveux cachés sous un foulard. Je me sentais comme une criminelle, mon cœur martelant contre mes côtes comme un oiseau piégé. J'avais juste besoin de le voir. J'avais besoin de regarder dans les yeux de l'homme qui avait poussé ma propre famille à me traiter comme une étrangère. J'avais besoin de comprendre pourquoi j'étais le secret qu'il ne pouvait supporter de voir exposé. La musique de l'orgue a enflé, un son triomphant et assourdissant. Les lourdes portes en chêne au fond de l'église se sont ouvertes. Un soupir collectif a parcouru les invités. Et la voilà, Léna. Une vision en dentelle blanche, son sourire aussi brillant et tranchant qu'un éclat de verre. Elle avait l'air radieuse, triomphante. Ses yeux parcouraient la foule, une reine inspectant sa cour. À son bras, le dos toujours tourné vers moi, se tenait son fiancé. Grand, les épaules larges, dans un smoking noir parfaitement taillé. Mon souffle s'est coupé. Je me suis penché en avant, mes jointures blanches alors que je m'agrippais à la rampe en bois de la tribune. Les grains de poussière dansaient dans les faisceaux de lumière des vitraux. Tourne-toi, ai-je supplié silencieusement. Laisse-moi te voir. Comme s'il avait entendu ma pensée, il a bougé. Il a légèrement tourné la tête pour murmurer quelque chose à l'oreille de Léna. La lumière du soleil de la fenêtre a attrapé la ligne nette de sa mâchoire, la courbe familière de son oreille, les cheveux sombres que j'avais passés dans mes doigts ce matin même avant qu'il ne parte pour sa conférence d'affaires urgente dans un autre état. Le monde ne s'est pas simplement arrêté. Il a implosé en un vortex silencieux et hurlant d'horreur absolue. L'air a été aspiré de mes poumons. Le parfum des lys est devenu une odeur de décomposition. La belle musique s'est transformée en une marche funèbre résonnant à mes oreilles. Mon cœur ne s'est pas seulement arrêté. Il a été arraché de ma poitrine, jeté sur le sol en marbre et piétiné jusqu'à devenir une pulpe sanglante. Car l'homme debout à l'autel, souriant à ma sœur, l'homme sur le point de l'épouser, était mon mari. Avant de continuer, veuillez écrire en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où notre famille mondiale nous écoute. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Votre soutien nous aide à proposer encore plus d'histoires épiques de vengeance de la vie. Bonne écoute. Laissez-moi vous ramener en arrière. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Accroupi dans l'ombre comme un animal blessé, regardant toute mon existence partir en fumée. Il y a 3 ans, j'ai rencontré Julian Thorne lors d'une collecte de fonds pour un hôpital. J'étais infirmière en pédiatrie, enchaînant les gardes. Épuisé mais déterminé à faire quelque chose de ma vie malgré le fait de venir d'une famille qui m'avait toujours fait me sentir inférieur. Il était consultant financier, charmant et attentionné d'une manière qui m'a fait me sentir vu pour la première fois de ma vie. Ma famille avait toujours favorisé Léna. C'était l'enfant prodige. Belle, posée, tout était parfait sans effort. Elle a eu les meilleures écoles,
les meilleures opportunités, la part du lion de l'attention de nos parents et du peu d'argent familial qui existait. J'étais la seconde pensée, la fille qui devait se battre pour des miettes d'affection. Quand j'ai ramené Julien à la maison pour la première fois, j'ai vu quelque chose vaciller dans les yeux de ma mère. De l'approbation. Une approbation réelle et sincère. Pour une fois, j'avais fait quelque chose de bien. J'avais trouvé quelqu'un de digne. Il est merveilleux, ma chérie, avait-elle dit en me serrant la main. Mon père avait tapé sur l'épaule de Julien, l'accueillant comme un fils. Même Léna avait souri, bien que j'aie surpris quelque chose d'étrange dans son expression quand elle la regardait. Quelque chose de famélique. Je l'ai ignoré. J'étais si désespéré de leur acceptation, si avide d'une famille qui se sentait entière, que j'ai ignoré chaque signal d'alarme. Julien et moi nous sommes mariés discrètement 6 mois plus tard. Ce n'était pas la grande affaire dont je rêvais enfant, mais il m'avait convaincu que l'intimité était préférable. Juste nous, avait-il murmuré contre mes cheveux. Je n'ai besoin de personne d'autre. Tu es tout ce que je veux. Ces mots avaient semblé être un salut à l'époque. Maintenant, ils avaient un goût de poison. Nous étions mariés depuis 2 ans et demi. 2 ans et demi de ce que je pensais être du bonheur. Nous vivions dans un modeste appartement de l'autre côté de la ville. Julien voyageait fréquemment pour le travail, ou du moins c'est ce qu'il disait. Je travaillais de longue garde à l'hôpital pour enfants, me consacrant corps et âme aux enfants malades qui avaient besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux. Rentrant épuisé dans un appartement souvent vide. Mais quand il était là, c'était bien, n'est-ce pas? Il m'apportait des fleurs. Nous cuisinions le dîner ensemble. Nous faisions l'amour dans la pénombre de notre chambre, ses mains familières sur ma peau, son souffle chaud contre mon cou. Il me disait qu'il m'aimait. Il m'appelait son tout. Combien de ces nuits était-il venu de son lit à elle au mien? La pensée me donnait la nausée. J'ai serré la rampe plus fort, tout mon corps tremblant alors que je les regardais descendre l'allée en bas. Ma famille avait commencé à agir étrangement il y a environ 6 mois. Les invitations au dîner du dimanche se sont taries. Les appels de ma mère sont devenus brefs, expéditifs. Quand j'avais posé des questions sur les fiançailles de Léna, que je n'avais apprises que par le biais d'un post sur les réseaux sociaux d'un cousin, ma mère avait été évasive. C'est très récent, ma chérie. Très privé. Tu sais comment est Léna à ce sujet. Mais je ne savais pas, Léna avait toujours été un pan, se pavanant et affichant chaque réussite, chaque acquisition. La discrétion n'était pas son style. Le secret était tout autre chose. J'ai essayé d'appeler Léna directement. Elle avait envoyé mes appels sur sa messagerie vocale pendant 2 semaines avant de finalement répondre. Elle avait dit, sa voix froide. Que puis-je faire pour toi? Pas comment vas-tu, pas tu me manques. Juste cette politesse clinique comme si j'étais une télévendeuse. J'ai entendu dire que tu t'étais fiancé, avais-je dit, essayant de garder ma voix légère. Félicitations. J'adorerais le rencontrer. On pourrait dîner, tous les 4. La pause avait été assez longue pour compter les battements de mon cœur qui s'emballaient. C'est gentil, mais nous sommes très occupés avec les préparatifs du mariage. Et de toute façon, Julien, elle avait dit son nom, le nom de mon mari, bien que je ne le sache pas à l'époque, n'est pas vraiment à l'aise avec les grandes réunions de famille pour l'instant. Il est réservé. Je ne suis pas une grande famille, Léna. Je suis ta sœur. Exactement. Une autre pause. Écoute, tu peux être un peu intense parfois. Submergente. Je ne veux pas lui faire peur. Attendons juste après le mariage, d'accord? Ensuite, nous pourrons tous nous réunir. Chaque mot avait été une petite aiguille placée avec précision. Je m'étais senti blessé, mais aussi cette honte familière, cette vieille voix qui chuchotait que j'étais trop nécessiteuse, trop anormale. D'accord, avais-je murmuré. Si c'est ce que tu veux, qu'il en soit ainsi. Je t'enverrai une invitation au mariage, bien sûr. Mais elle ne l'a jamais fait. Il y a 2 semaines, quand j'avais appelé pour demander des nouvelles, elle a lâché la bombe. En fait, je pense qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas. Le lieu est petit et nous voulons que ce soit intime. Famille seulement. Je suis de la famille. Tu sais ce que je veux dire. Sa voix était devenue dure. Famille immédiate. Parents et grands-parents. C'est tout. C'était un mensonge si évident.
J'avais vu les posts sur les réseaux sociaux de cousins, d'amis, tout le monde parlant avec enthousiasme du mariage de l'année. Pourquoi? Avais-je demandé, ma voix se brisant. Pourquoi ne veux-tu pas que je sois là? Ne rends pas ça dramatique, ce n'est pas à propos de toi. C'est mon jour et je choisis qui est là. Sois juste heureuse pour moi. Pour une fois, laisse-moi avoir quelque chose sans que tu essaies de voler la vedette. Elle avait raccroché avant que je puisse répondre. J'étais resté là dans ma cuisine, le téléphone mort dans ma main, des larmes coulant sur mon visage. Julien était absent cette semaine-là, l'un de ses fréquents voyages. J'étais seul avec la douleur, essayant de comprendre ce que j'avais fait pour mériter une telle cruauté de ma propre sœur. Cette nuit-là, j'ai appelé ma mère. Elle ne veut pas de moi au mariage, avais-je sangloté. Maman, s'il te plaît. Je ne comprends pas. Que ai-je fait? Ma mère, soupir, avait été profonde et lasse. Chérie, tu dois respecter les souhaits de ta sœur. C'est son jour spécial. Ne ramène pas ça à tes sentiments. Je n'essaie pas de ramener ça à moi. Je veux juste être là pour ma sœur. Je veux rencontrer l'homme qu'elle va épouser. Pourquoi est-ce si mal? C'est compliqué. La voix de ma mère était devenue froide, distante. Ce ton qu'elle utilisait quand la discussion était terminée. Parfois, la chose la plus gentille que nous puissions faire pour les gens que nous aimons est de leur donner de l'espace. Léna a demandé de l'espace. Donne-le-lui. Mais laisse tomber. Je n'avais pas laissé tomber. Je ne pouvais pas. L'exclusion s'était envenimée dans ma poitrine comme une blessure infectée. Julien était rentré de son voyage 2 jours plus tard, et je m'étais jeté dans ses bras, cherchant du réconfort. Ils ne veulent pas de moi au mariage de Léna, avais-je murmuré contre sa poitrine, respirant son parfum. Le même parfum que je pouvais sentir même maintenant, flottant depuis l'église en bas. C'est horrible, bébé, avait-il murmuré, me caressant les cheveux. Tu mérites mieux que ça. Ta famille ne t'apprécie pas. Ses bras s'étaient resserrés autour de moi et je m'étais senti en sécurité. Protégé. Quelle idiote j'avais été. Je ne comprends pas pourquoi elle est si secrète à propos de ce type. Avais-je dit. C'est comme si elle le cachait. Julien était devenu très immobile. Juste un instant, puis il avait embrassé le sommet de ma tête. Peut-être qu'elle est juste nerveuse. Les mariages rendent les gens fous. Essaie de ne pas le prendre personnellement. J'ai un pressentiment bizarre à propos de tout ça, avais-je avoué. Quelque chose ne va pas. Tes instincts ont probablement raison, avait-il dit, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix maintenant. La moquerie que j'avais été trop confiante pour déceler alors. Mais parfois, nous devons laisser les gens faire leurs propres erreurs. Même notre famille. Il y a 3 jours, il m'avait embrassé pour me dire au revoir à la porte de notre appartement, son sac de voyage en bandoulière. Conférence à Chicago. Avait-il dit, je serai de retour lundi. Je t'aime, Hara. Je t'aime aussi, avais-je murmuré contre ses lèvres. Il avait un goût de mensonge. L'église était mentionnée dans l'un des posts que j'avais vus. Sainte-Catherine au centre-ville. Le mariage était aujourd'hui, samedi, à 14h. J'ai vérifié l'agenda de Julien sur son ordinateur portable. Je connaissais son mot de passe, bien qu'il ne sache pas que je le savais. Les dates de la conférence coïncidaient parfaitement avec le mariage. Trop parfaitement. Une suspicion froide et rampante avait commencé à se frayer un chemin dans mes entrailles. C'était insensé, impossible, mais je ne pouvais pas m'en défaire. Ce matin, j'avais appelé l'hôtel à Chicago où il était censé séjourner. J'ai besoin de laisser un message pour Julien Thorne, avais-je dit. Numéro de chambre. Je suis désolé, madame. Nous n'avons personne d'enregistré sous ce nom. Mon sang s'était transformé en eau glacée. J'ai essayé son portable. Directement sur la messagerie vocale. Vous êtes bien sur le répondeur de Julien Thorne. Laissez un message. Je me suis habillé en noir, j'ai couvert mes cheveux au burn distinctif avec un foulard et j'ai conduit jusqu'à Sainte-Catherine. Je m'étais glissé par une entrée latérale pendant que le personnel était distrait par les décorations et les invités. J'avais monté les escaliers étroits jusqu'à la tribune du chœur, inutilisée et poussiéreuse, et j'avais attendu. Maintenant, alors que je regardais mon mari prendre la main de ma sœur et se tourner vers l'autel, j'ai compris. J'ai enfin tout compris.
Le secret, l'exclusion, les mensonges, la froide distance de ma mère, l'évitement de mon père, la cruauté de Léna. Ils savaient tous. Ils savaient tous qu'il était à moi, et ils ont décidé qu'elle le méritait plus. Le prêtre a commencé à parler, sa voix portant à travers l'espace voûté. Des mots sur l'amour, l'engagement et les liens sacrés. Chaque mot était un couteau se tordant dans mes entrailles. Je devrais crier. Je devrais me lever et crier la vérité comme dans les films. Je m'oppose. Il est déjà marié à moi. Mais je ne pouvais pas bouger. J'étais paralysé, figé dans ce cauchemar. Ma voix était enfermée quelque part au fond de ma poitrine, piégée sous le poids écrasant de la trahison. En bas, je pouvais voir mes parents au premier rang. Ma mère tamponnait ses yeux avec un mouchoir en dentelle, l'image d'une mère de la mariée joyeuse. Mon père se tenait droit et fier. Ils souriaient tous les deux. Ils savaient. Dieu m'aide. Ils devaient savoir. Quand cela avait-il commencé? Depuis combien de temps Julien couchait-il avec nous deux? Combien de fois avait-il quitté mon lit pour aller dans le sien? Combien de mensonges avaient été soigneusement construits? Des alibis élaborés, des voyages d'affaires fictifs. Si quelqu'un a une raison pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas être unies par les liens sacrés du mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Les mots du prêtre ont résonné dans l'église. C'était le moment. C'était l'instant. Tout ce que j'avais à faire était de me lever, d'ouvrir la bouche, de dire la vérité. J'ai agrippé la rampe, j'ai essayé de me forcer à me lever, mais mon corps n'obéissait pas. Ce n'était pas la peur qui me retenait. C'était autre chose, quelque chose de plus froid et de plus tranchant. Si je parlais maintenant, que se passerait-il? Le chaos. Le scandale. Julien inventerait une histoire. Léna pleurerait et jouerait la victime. Mes parents, d'une manière ou d'une autre, me rendraient responsable. Et je serais la sœur folle et jalouse qui a gâché le mariage. Non, je n'allais pas leur donner cette satisfaction. Je n'allais pas être la méchante de leur histoire. Le moment est passé. Le prêtre a continué. Julien Alexander Thorne, acceptez-vous de prendre Léna Marie Ashford pour votre légitime épouse? La voix de Julien a retenti, claire et forte. Oui, je le veux. Quelque chose en moi s'est fissuré. Une fissure a parcouru mon âme, me divisant en avant et après. La femme que j'avais été, la femme confiante, aimante, désespérée d'être acceptée, est morte à ce moment-là. Ce qui est né de ses cendres était quelque chose de différent, quelque chose de plus dur. Léna Marie Ashford, acceptez-vous de prendre Julien Alexander Thorne pour votre légitime époux? La voix de Léna était haletante, théâtrale. Oui, je le veux. Bien sûr qu'elle le voulait. Léna ne s'était jamais vue refuser quoi que ce soit qu'elle voulait dans sa vie. Pourquoi commencerait-elle maintenant? Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Julien a attiré Léna dans ses bras. Les mêmes bras qui m'avaient tenu ce matin. Ses lèvres ont trouvé les siennes dans un baiser bien trop passionné pour une église, et les invités ont éclaté en applaudissements et en acclamations. J'ai goûté le sang. Je m'étais mordu la lèvre inférieure sans m'en rendre compte. Ils se sont tournés pour faire face à la foule, rayonnant. Marié? Mon mari était maintenant le mari de ma sœur. Cela faisait-il de moi sa femme ou sa maîtresse? Notre mariage était-il même légal? Le leur l'était-il? Les questions tourbillonnaient dans mon esprit alors que je les regardais remonter l'allée. La main de Léna était verrouillée sur le bras de Julien. Possessive, triomphante. Elle savait. Elle savait absolument ce qu'elle avait fait, ce qu'elle faisait. Et elle en profitait. J'aurais dû partir. J'aurais dû descendre de cette tribune, monter dans ma voiture, conduire directement chez un avocat ou à la police ou chez quiconque pourrait m'aider à donner un sens à cette folie. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. J'étais un papillon attiré par la flamme qui me brûlait vive. J'avais besoin d'en voir plus. J'avais besoin de comprendre toute l'étendue de la trahison avant de décider comment réduire leur monde en cendres. La réception se tenait au Grand View Estate, un immense manoir à la périphérie de la ville que ma famille n'aurait jamais pu se permettre. Je le savais parce que mon cousin l'avait publié en ligne, s'extasiant sur le lieu. J'ai suivi à distance, ma voiture à plusieurs véhicules derrière le cortège nuptial. Mes mains tremblaient sur le volant. J'avais arrêté de pleurer.
J'étais au-delà des larmes maintenant, dans un étrange état d'engourdissement où tout semblait à la fois hyperréel et complètement surréaliste. Le domaine était entouré de jardins et d'une haute clôture en fer. Des gardes de sécurité vérifiaient les invitations à la porte. Bien sûr, Léna aurait de la sécurité pour tenir à l'écart la populace. Des gens comme sa propre sœur. Je me suis garé plus loin sur la route et j'ai fait le tour à pied. La propriété donnait sur une zone boisée et la clôture, bien que haute, n'était pas impossible à escalader pour quelqu'un d'assez motivé. J'avais fait de l'escalade comme passe-temps pendant des années. Ce n'était rien. Ma robe s'est déchirée sur les pointes de fer en haut de la clôture, mais j'ai réussi à passer. Je suis tombé dans une étayée, des feuilles et des brindilles s'accrochant à mes cheveux. Je m'en fichais. J'étais au-delà de me soucier de mon apparence. La réception battait son plein sur la terrasse arrière. Des tentes blanches ondulaient dans la douce brise. Des lustres en cristal pendaient des poteaux de tente. Des serveurs en uniformes impeccables circulaient avec du champagne et des hors-d'œuvre. Un groupe jouait du jazz doux. C'était élégant et cher et tout ce que Léna avait toujours voulu. Je suis resté dans l'ombre du jardin, me déplaçant entre les haies et les arbres, me rapprochant. J'ai trouvé un endroit derrière une grande fontaine en pierre où je pouvais voir sans être vu. Le murmure de l'eau couvrait tout son que je pourrais faire. Julian et Léna étaient assis à une table d'honneur sur une estrade surélevée, le roi et la reine de ce bal grotesque. Ils se donnaient du gâteau à manger, riant. Sa main reposait sur sa cuisse, intimement haut. J'avais vu cette main sur ma propre cuisse 1 millier de fois. Mon estomac s'est retourné. J'ai pressé ma main sur ma bouche, luttant contre l'envie de vomir. Belle cérémonie, n'est-ce pas? Une voix à proximité m'a fait sursauter. 2 femmes, des dames de la haute société plus âgées, dégoulinant de perles et de jugements, se tenaient près de ma cachette, fumant des cigarettes. Magnifique, bien que j'ai entendu dire qu'il y avait eu un drame familial. La mariée a une sœur qui n'a pas été invitée. Vraiment? Quel scandale! Pourquoi? J'ai entendu dire qu'elle est instable. Le genre jaloux. Léna avait peur qu'elle fasse une scène. Mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes assez fort pour faire couler le sang. Eh bien, Léna est certainement radieuse. Et se marie à elle. Mon Dieu, si j'avais 30 ans de moins, elles ont ri, le son comme du verre brisé à mes oreilles et se sont éloignées, instables, jalouses. C'est l'histoire qu'ils racontaient. J'étais le problème, la sœur difficile, celle qui ne pouvait pas être heureuse du bonheur de Léna. J'ai regardé Julian se lever et taper sur son verre de champagne. La foule s'est tue. Il allait faire un discours. Merci à tous d'être ici aujourd'hui, a-t-il commencé, sa voix chaude et sincère. La voix que j'avais entendue murmurer des mots doux dans le noir. C'est le plus beau jour de ma vie. Chaque mot était un mensonge. Quand j'ai rencontré Léna, j'ai tout de suite su qu'elle était spéciale. Différente de toutes celles que j'avais connues. Différente. Pas la première. Différente. Elle est brillante, belle, gentille et généreuse. Elle me donne envie d'être un homme meilleur. Les invités ont fait des bruits d'appréciation. Je voulais crier. Je sais que nous avons dû garder notre relation secrète pour diverses raisons. Sa pose était délibérée, mais je veux que tout le monde ici sache qu'à partir du moment où je l'ai vue, il n'y avait personne d'autre. Elle est mon tout. Personne d'autre. Les mots étaient spécifiquement choisis. Un message peut-être, ou une justification. À partir du moment où je l'ai vue. Quand cela avait-il été, à notre mariage, avant? Depuis combien de temps étais-je la dupe? Léna s'est levée et Julian a enroulé son bras autour de sa taille. Elle s'est appuyée contre lui, sa tête sur son épaule, l'image d'une mariée comblée. Quand elle a parlé, sa voix a porté à travers la foule. Je veux remercier tout le monde d'avoir respecté notre vie privée ces derniers mois. Je sais que certaines personnes n'ont pas compris pourquoi nous avons gardé les choses secrètes. Ses yeux ont balayé la foule, presque comme si elle me cherchait. Mais parfois, quand on trouve quelque chose de précieux, on doit le protéger, même de ceux qui pourraient essayer de vous le prendre. Le sens caché de ces paroles était clair pour moi. C'était une compétition, et elle avait gagné. Mon père s'est levé ensuite, levant son verre. À ma magnifique fille, Léna, et à Julian, que votre amour soit aussi fort et durable que celui de votre mère et du mien. Tout le monde a bu. Ma mère pleurait à nouveau, s'accrochant au bras de mon père.
La trahison de Julien et Léna était une douleur vive et brûlante. Mais la trahison de mes parents était tout autre chose. C'était une douleur profonde et froide qui s'installait dans mes os. Ils étaient ma famille. Ils étaient censés me protéger. Au lieu de cela, ils m'avaient jeté au loup et avaient applaudi pendant que j'étais dévoré. Alors que la réception se poursuivait, je suis resté dans ma cachette, observant, attendant. Quoi? Je n'étais pas sûr, une compréhension peut-être, ou le bon moment pour agir. Mais plus je regardais, plus des fragments de mémoire s'emboîtaient. Des pièces de puzzle que j'avais été trop aveugle pour voir comme faisant partie d'un tableau plus large. Il y a 6 mois, Julien avait commencé à travailler tard plus souvent. Gros client, avait-il dit, pourrait vraiment nous mettre à l'abri si je conclus cette affaire. Il y a 6 mois, c'est quand Léna s'est fiancée. Il y a 4 mois, j'avais trouvé un reçu dans la poche de la veste de Julien pour un restaurant cher du centre-ville. Quand je lui avais posé la question, il avait dit que c'était un dîner d'affaires. Mais la date sur le reçu était un samedi. Julien ne travaillait pas le samedi. Ça doit être une erreur sur le reçu, avait-il dit, levant à peine les yeux de son ordinateur portable. Tu sais comment sont les restaurants avec leur système. J'avais laissé tomber. Je lui faisais confiance. Il y a 3 mois, Léna avait soudainement eu besoin d'emprunter de l'argent à nos parents. Beaucoup d'argent pour des investissements, avait-elle dit vaguement quand j'avais entendu ma mère en parler. Léna avait un bon travail en marketing, mais elle avait toujours vécu au-dessus de ses moyens. Nos parents lui avaient donné l'argent. Bien sûr, ils le faisaient toujours. Maintenant, je me demandais si cet argent était allé à ce mariage, à cette réception obscènement chère, à la robe de créateur qu'elle portait. Il y a 2 mois, j'avais remarqué que ma mère était froide chaque fois que je mentionnais Julien. J'avais pensé qu'elle était juste d'humeur maussade. Il devenait comme ça parfois, distant et critique. Mais peut-être que ce n'était pas du tout à propos de moi. Peut-être que c'était de la culpabilité. Il y a 1 mois, j'étais rentré tôt d'une garde qui avait été écourtée et j'avais trouvé Julien dans notre chambre au téléphone. Il a sursauté quand je suis entré, manquant de faire tomber l'appareil. Je dois y aller, avait-il dit rapidement dans le téléphone. Oui, plus tard. Il avait raccroché avant que je puisse entendre une réponse. C'était qui, avais-je demandé. Le travail? Juste le travail. Il m'avait embrassé le front, mais ses yeux avaient évité les miens. Tu es rentré tôt. Nuit calme. Il n'avait pas besoin de moi. J'avais commencé à me déshabiller, fatigué. On commande à dîner? En fait, je dois sortir. J'ai oublié que j'avais promis de rencontrer un client. Il attrapait déjà sa veste. Maintenant, il est 20 heures. Je sais. Je suis désolé. Je serai de retour bientôt. Et il était parti avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre. Il est rentré à minuit, sentant le parfum. Quand je lui avais posé la question, il avait ri. La femme du client était là. Elle est très câline, européenne. Tu sais comment c'est. Je ne savais pas, mais j'avais laissé tomber. Je laissais toujours tomber. Mon Dieu, j'avais été si pathétiquement confiante. Une agitation à la réception m'a tiré de ma spirale de souvenirs. Léna était maintenant debout, tenant la cour avec un groupe de ses amis. Je pouvais entendre des bribes de leur conversation. Tellement romantique, cependant, une relation secrète. Mais pourquoi secrète? Je ne comprends pas. Le rire de Léna était léger, étudié. Disons simplement qu'il y avait des complications. Des gens qui n'auraient pas compris, qui auraient pu essayer d'interférer. Elle a siroté son champagne, mais nous sommes ensemble maintenant, et c'est tout ce qui compte. Tu es si courageuse, s'est exclamée l'une des amies. Je ne pourrai jamais supporter tout ce secret. L'amour vaut la peine de se battre, a dit Léna. Vaut la peine d'être protégé, même si cela signifie faire des choix difficiles. Des choix difficiles comme voler le mari de sa sœur, comme lui mentir en face pendant des mois, comme l'effacer de sa vie pour pouvoir tout lui prendre. J'ai senti quelque chose en moi se durcir davantage. Je n'étais plus seulement blessé. J'étais en colère. Non, la colère était un mot trop faible. J'étais furieuse. J'étais incandescente de rage. Il m'avait tout pris. Mon mari, ma famille, mon estime de moi. Il m'avait fait douter de ma propre valeur, de mes propres perceptions.
Il m'avait manipulé au point de me faire croire que j'étais le problème, et il célébrait. Ils riaient et buvaient du champagne et agissaient comme des victimes qui avaient surmonté un grand obstacle alors qu'ils étaient les méchants. Ils étaient les monstres. J'ai sorti mon téléphone. Mes mains étaient plus stables maintenant, guidées par un objectif froid. J'ai commencé à prendre des photos. Julian et Léna s'embrassant. La main de Julian sur sa taille. Les deux à la table d'honneur. Son alliance. Une bague que je n'avais jamais vue auparavant. Brillant à son doigt à côté de la mienne. Des preuves. J'aurais besoin de preuves. Puis j'ai ouvert mon application d'enregistrement vocal et j'ai commencé à me rapprocher, en restant dans l'ombre. Si je pouvais obtenir un enregistrement d'eux en train de parler, d'admettre l'affaire, cela aiderait. Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire encore. Mais je savais que j'avais besoin de munitions. J'étais tellement concentré sur le fait de me rapprocher, de tout documenter, que je n'ai pas remarqué que quelqu'un m'avait repéré jusqu'à ce qu'il soit trop tard. « Excusez-moi, madame. » Un garde de sécurité se dirigeait vers moi à travers le jardin. « C'est un événement privé. Puis-je voir votre invitation ?» Mon cœur martelait. Je pouvais courir. Je devrais courir. Mais au lieu de cela, je suis sorti de l'ombre, enlevant mon foulard. Laissez-les me voir. Laissez-les tous me voir. Je n'ai pas besoin d'invitation, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Je suis de la famille. Le garde avait l'air confus. Il a parlé dans sa radio. J'ai une situation près du jardin et une femme prétend être de la famille. Pas d'invitation. En quelques instants, le chaos. Ma mère est apparue la première, son visage devenant blanc en me voyant. Puis mon père, son expression se durcissant de colère, et enfin Léna avec Julian juste derrière elle. Le regard sur le visage de Léna quand elle m'a vu n'était pas du choc. C'était de l'agacement. Comme si j'étais une tache sur sa journée parfaite. Mais Julian, le visage de Julian a traversé une cascade rapide d'émotions. La peur, puis, de manière glaçante, rien. Son expression est devenue complètement vide, comme un masque se mettant en place. Et là, a sifflé ma mère, se précipitant vers moi. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu ne peux pas être ici, n'est-ce pas ?» J'ai regardé au-delà d'elle vers Julian et Léna. Je voulais juste féliciter les heureux mariés. « Tu dois partir, a dit mon père, sa voix basse et menaçante. Maintenant, avant de t'embarrasser davantage, m'embarrasser ? Un rire a jailli de moi, aigu et légèrement déséquilibré. C'est vraiment ce qui vous inquiète ? Mon embarras. Léna s'est avancée, se positionnant légèrement devant Julian. Protectrice, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne fais pas de scène. Une scène ? Je l'ai regardé, vraiment regardé. Ma sœur, nous avions partagé une chambre en grandissant. Je lui avais tressé les cheveux et l'avais aidé à réviser pour ses examens. J'avais été là quand elle avait eu le cœur brisé par son premier petit ami. Quand était-elle devenue cette personne ? Où avait-elle toujours été cette personne et j'avais été trop aveugle pour le voir ? Tu savais, ai-je dit doucement. Tu savais qu'il était marié. Tu savais qu'il était à moi. Le jardin était devenu très calme. Les invités qui avaient remarqué l'agitation regardaient maintenant. Un public pour ce drame familial. Je ne sais pas de quoi tu parles, a dit Léna, mais sa voix a vacillé. Juste un peu. Je me suis tourné vers Julian. Tu ne vas rien dire ? Quoi que ce soit. Il a enfin rencontré mes yeux. Et ce que j'y ai vu était pire que la culpabilité ou la honte. C'était du calcul. Il essayait de déterminer son prochain coup. Comment jouer ça ? A-t-il dit doucement. De la manière dont on parlerait à un enfant confus. Tu es clairement contrarié. Peut-être devrions-nous en parler en privé. En privé ? Ai-je répété. Comme tu as épousé en privé ma sœur alors que tu es marié à moi. Des halètements de la foule qui regardait. Ma mère a émis un son étranglé. C'est insensé, a dit Léna rapidement, fort. Julian et moi sommes ensemble depuis 8 mois. Il n'est marié à personne. Vraiment ? J'ai sorti mon téléphone, les mains tremblant maintenant d'adrénaline. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai affiché une photo, ma photo de mariage. Julian et moi il y a 2 ans et demi, tous deux rayonnant devant l'appareil photo.
Je l'ai brandie pour que tout le monde la voie. La foule a éclaté en chuchotements et murmures. C'est photoshopé, a dit Léna immédiatement. Elle est obsédée par Julien. Elle nous harcèle. C'est pour ça qu'on ne l'a pas invitée. On avait peur de ça. Le mensonge était si audacieux, si éhonté que j'ai éclaté de rire. Photoshopé, n'est-ce pas? Et je suppose que notre certificat de mariage est photoshopé aussi. L'appartement que nous partageons, les comptes en banque, la vie que nous avons construite. Julien s'est avancé. Son visage était maintenant sympathique, concerné. Le masque était en plein effet. Je pense que tu as besoin d'aide. D'une aide professionnelle. Cette fantaisie que tu as construite. Arrête. Ma voix a claqué comme un fouet. N'ose pas me manipuler. Pas maintenant. Pas après tout. J'ai regardé mes parents. La main de ma mère était pressée contre sa bouche. Mon père avait l'air de vouloir me tuer. Vous saviez, leur ai-je dit. Vous saviez tous les deux qu'il était mon mari. Quand avez-vous décidé de le lui donner à elle à la place? Quand avez-vous tous décidé que je ne comptais pas? Ma mère a commencé à pleurer, des larmes coulant sur son visage maintenant. S'il te plaît, chérie, ne fais pas ça. J'ai levé une main. Ne m'appelle pas chérie. Ne fais pas semblant de t'en soucier. Vous avez fait votre choix. Je les ai tous regardés. Mes parents, ma sœur, mon mari. Vous avez tous fait vos choix. Elle fait une sorte de dépression nerveuse. Léna a dit à la foule rassemblée. Je suis vraiment désolé tout le monde. Ma sœur a des problèmes. Des problèmes de santé mentale. Nous essayons de lui obtenir de l'aide. Plus de mensonges empilés sur des mensonges. Construisant un mur de fausses narrations qui m'enterrerait. Je pouvais le voir se produire en temps réel. La sympathie de la foule changeant. Les regards de choc se transformant en pitié et en malaise. Ils voulaient croire Léna. Elle était la belle mariée. J'étais la femme folle dans une robe noire déchirée avec des feuilles dans les cheveux qui avait escaladé une clôture et qui divaguait sur des choses impossibles. J'ai des preuves, ai-je dit désespérément. J'ai des preuves, notre acte de mariage, des photos, des années de photos, des relevés bancaires, des gens qui nous connaissent comme un couple marié. Falsifié, a dit Julien doucement. Tout est falsifié. Je suis désolé, mais je vais devoir contacter les autorités si vous continuez à nous harceler. Les harceler. Je les harcelais. Les gardes de sécurité se rapprochaient maintenant, prêts à m'escorter dehors, prêts à éliminer le problème. J'ai regardé Julien une dernière fois. Je t'aimais, ai-je murmuré. Je t'aimais tellement. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Juste un instant. Du regret, de la culpabilité, ou peut-être juste de l'agacement que je ne joue pas le jeu de son récit. Je suis désolé que tu ressentes ça, a-t-il dit. Mais tu dois passer à autre chose. Cette illusion n'est pas saine. Les gardes ont saisi mes bras, doucement mais fermement. Ils ont commencé à m'emmener vers la porte. J'aurais pu me battre. J'aurais pu crier. J'aurais pu empirer les choses. Mais je ne l'ai pas fait. Je les ai laissés m'emmener. La tête haute même si des larmes coulaient sur mon visage. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Léna, artificiellement joyeuse. Je suis vraiment désolé pour ça, tout le monde. Reprenons la fête, d'accord? Le groupe va recommencer à jouer. Et ils l'ont fait. En quelques minutes, la musique jouait à nouveau. Le champagne coulait et l'incident était en train d'être étouffé. Expliqué. La sœur folle, l'intruse au mariage. Juste une perturbation mineure dans une journée par ailleurs parfaite. Ils m'ont escorté jusqu'à ma voiture. Je suis parti, les mains crispées sur le volant, mon souffle sortant en halètement saccadé. Je ne suis pas rentré chez moi. Je ne pouvais pas faire face à notre appartement, au lit que nous avions partagé, à la vie qui avait été un mensonge. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à un hôtel à la périphérie de la ville. Un endroit bon marché et anonyme où j'ai payé en espèces et donné un faux nom. Dans la chambre stérile et impersonnelle, je me suis finalement effondré. Je me suis écroulé sur le couvre-lit rêche et j'ai sangloté jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien en moi. J'ai pleuré pour le mariage que je pensais avoir, pour la famille que je n'avais jamais vraiment eue, pour la femme que j'avais été, qui faisait confiance, croyait et aimait. Cette femme était morte maintenant, et j'en étais heureuse.
Elle avait été faible. Elle avait été aveugle. Elle avait été une victime. Je n'allais plus être une victime. Je me suis réveillé le lendemain matin avec les yeux gonflés et un mal de tête carabiné. Mais mon esprit était clair, plus clair qu'il ne l'avait été depuis des mois, peut-être des années. J'ai fait une liste. J'étais doué pour les listes. C'était l'une des compétences qui faisait de moi une bonne infirmière. La capacité d'organiser, de prioriser et d'exécuter sous pression. Preuve. J'ai le certificat de mariage original dans notre coffre-fort. Les relevés de compte bancaire communs, le bail avec nos deux noms, des photos couvrant 2,5 ans, des cadeaux avec des inscriptions. Des gens qui nous connaissent comme un couple marié, des collègues, des amis, des voisins, ses affaires dans notre appartement, du courrier adressé à lui à notre adresse. Preuve dont j'ai besoin, la preuve qu'il connaissait le mariage de Léna. La preuve que ma famille était au courant des deux relations. Tout ce qui montre la préméditation et la coordination. Objectif. Révéler la vérité. S'assurer qu'ils subissent les conséquences. Reprendre ma vie en main. Leur faire comprendre ce qu'ils ont fait. J'ai commencé par l'appartement. J'y suis allé en milieu de matinée, sachant que Julien resterait probablement avec Léna dans un hôtel pour leur nuit de noces. La pensée me rendait malade, mais je l'ai surmontée. L'appartement était exactement comme je l'avais laissé. Sa tasse de café était encore dans l'évier d'il y a 2 jours. Ses chaussures près de la porte. Sa veste sur le crochet. Preuve d'une vie partagée. J'ai commencé dans son bureau. Julien était méticuleux sur la plupart des choses, mais il avait l'habitude de cacher des choses à la vue de tous, convaincu que je ne regarderais jamais. Un classeur qu'il gardait fermé à clé, mais je savais où il gardait la clé. À l'intérieur d'un livre évidé sur l'étagère. À l'intérieur du classeur, j'ai trouvé un trésor. Des relevés bancaires pour un compte que je ne connaissais pas. D'importants retraits au cours des 8 derniers mois. Un particulièrement important il y a 2 semaines. À peu près au même moment où Léna aurait eu besoin de payer les fournisseurs pour le mariage. Des reçus, des chambres d'hôtel, des restaurants, des bijouteries, tous datant de 8 mois. Et puis, au fond du tiroir, un téléphone prépayé. Mes mains tremblaient alors que je l'allumais. Il a fallu quelques minutes pour qu'il se charge suffisamment pour démarrer. Quand il l'a fait, j'ai trouvé exactement ce dont j'avais besoin. Des messages textes, des centaines, entre Julien et Léna. Je me suis assise sur le sol de son bureau et je les ai lus. Chacun était un couteau dans mon cœur. Léna, je ne peux pas m'arrêter de penser à la nuit dernière. Julien, moi non plus. Tu es incroyable. Léna, quand vas-tu le lui dire? Julien, bientôt, je te le promets. J'ai juste besoin de trouver la bonne façon. C'était il y a 7 mois. Julien, je déteste lui mentir, mais je ne peux pas t'abandonner. Léna, tu n'auras plus à mentir très longtemps. Une fois que nous serons mariés, ça n'aura plus d'importance. Julien, et Léna? Et elle alors? Elle s'en remettra. Il le fait toujours. Elle est faible. Ma vision s'est brouillée. J'ai essuyé mes yeux et j'ai continué à lire. Julien, tes parents sont au courant. Ta mère nous a vus au restaurant. Léna. Et Julien. Elle a dit qu'elle ne le dirait pas. Elle a dit que tu méritais d'être heureuse. Léna, elle a raison. Je mérite d'être heureuse, plus qu'elle en tout cas. Julien, c'est dur. Léna, c'est vrai. Elle a toujours été la martyre, la victime. Pauvre. Personne ne l'apprécie. C'est épuisant. Tu l'as épousée parce que tu avais pitié d'elle. Tu m'aimes pour qui je suis. Julien, tu as raison. Tu as toujours raison. Je voulais jeter le téléphone à travers la pièce. Au lieu de cela, j'ai pris des captures d'écran de tout. J'ai transféré les messages à ma propre adresse email, à un compte de stockage en ligne que Julien ne connaissait pas. J'ai tout documenté. Plus bas dans les messages, Léna, nous devons la tenir à l'écart du mariage. Il ne doit pas le savoir avant. Julien a accepté. Je lui dirai que j'ai une conférence de travail. Léna, et si elle le découvre avant Julien? Elle ne le fera pas. Elle me fait entièrement confiance. C'est même un peu triste. Un peu triste. Ma confiance totale en lui était triste. Léna,
maman et papa sont d'accord pour la tenir à l'écart. Je leur ai dit qu'elle ferait une scène. Julian, est-ce qu'ils seront d'accord avec tout ça? Après, Léna, ils t'aiment mieux qu'elle de toute façon. Ils l'ont toujours fait. Tu as du succès, tu es charmant. Il est juste là. Ils s'en remettront. Ils l'aimaient mieux que leur propre fille. Mieux que moi. J'ai continué à lire même si chaque message était une agonie. Julian, qu'allons-nous faire pour le mariage? Légalement, je suis toujours marié à Léna. On trouvera une solution. Au pire, le mariage avec moi ne sera pas encore légal et tu divorceras d'elle et on se remariera. Au mieux, elle sera tellement humiliée qu'elle ne se battra même pas. Elle disparaîtra tout simplement. Julian, tu penses vraiment qu'elle ferait ça? Léna a passé toute sa vie à essayer de ne pas être un fardeau. Quand elle réalisera qu'elle a tout perdu, son mari, sa famille, elle s'éclipsera. C'est qui elle est. C'est qui j'étais. Passé. Les messages les plus récents dataient d'hier, pendant la réception, après que j'ai été escorté dehors. Léna, c'était insensé. Je n'arrive pas à croire qu'elle se soit vraiment pointée. Julian, je sais. Je ne pensais pas qu'elle en était capable. Léna, tu penses que quelqu'un l'a cru? Gillian, non. Tu as géré ça parfaitement. L'angle de la santé mentale était génial. Léna, je prépare ça depuis des semaines. Dire aux gens qu'elle est instable. Juste au cas où. Julian, tu es brillante. C'est pour ça que je t'aime. Léna, je t'aime aussi. Maintenant, reviens ici. Je veux mon mari. Julian, en route, Madame Thorne. Madame Thorne, mon nom, mon identité volée. Je suis restée assise là sur le sol pendant un long moment, le téléphone sur mes genoux, sentant les derniers morceaux de mon ancien moi s'effriter. Ils avaient planifié cela méticuleusement. Ils s'étaient coordonnés avec mes parents. Ils avaient construit un récit pour me discréditer avant même que je sache qu'il y avait quoi que ce soit à discréditer. Ils avaient pensé à tout, sauf à une chose. Ils avaient sous-estimé qui je deviendrais quand je n'aurais plus rien à perdre. J'ai passé les 3 jours suivants à me préparer méthodiquement. Je me suis déclaré malade au travail. Pas entièrement un mensonge. J'étais malade jusqu'à là mais entièrement concentré sur la constitution de mon dossier. D'abord, je suis allé voir un avocat. Pas n'importe quel avocat, mais la meilleure avocate en divorce de l'État. Son nom était Catherine Val, et elle avait la réputation d'être absolument impitoyable. Son bureau était élégant et cher, tout en verre et en chrome. Elle avait la cinquantaine, des yeux perçants et un tailleur encore plus affûté. Racontez-moi tout, a-t-elle dit après que son assistante m'ait apporté du café dans une délicate tasse en porcelaine. Je lui ai dit, je lui ai montré le certificat de mariage, les relevés bancaires, les photos. Je lui ai montré les messages du téléphone prépayé. Je lui ai parlé du mariage, du fait d'avoir été exclu, de la confrontation. Catherine a écouté sans interrompre, son expression neutre. Quand j'ai eu fini, elle s'est adossée à son fauteuil et a joint le bout de ses doigts. C'est l'un des cas les plus flagrants que j'ai vus, a-t-elle dit finalement. Et j'en ai vu beaucoup. Pouvez-vous m'aider? Je peux faire mieux que vous aider. Je peux les détruire. Elle a souri. Et ce n'était pas un joli sourire. Mais j'ai besoin de savoir ce que vous voulez. Vengeance, justice, argent, tout ce qui précède. Je veux qu'ils subissent les conséquences, ai-je dit. De vraies conséquences. Je veux que tout le monde sache la vérité. Je veux que ma famille comprenne ce qu'elle a fait. Et je veux que Julian perde tout comme j'ai tout perdu. Catherine a hoché la tête. Alors voici ce que nous allons faire. Elle a exposé un plan complexe, approfondi et absolument impitoyable. Premièrement, nous demanderions le divorce pour adultère. Nous inclurions toutes les preuves, les messages, les photos du mariage, tout. Nous le rendrions public. Deuxièmement, nous déposerions une plainte pour fraude contre Julian pour avoir utilisé les biens matrimoniaux pour financer sa relation avec Léna. Chaque dîner, chaque chambre d'hôtel, chaque centime qu'il avait dépensé pour elle était en partie mon argent, un bien commun. Troisièmement, nous enverrions des lettres de mise en demeure à Léna et Julian, ainsi que des lettres à mes parents décrivant exactement ce que nous savions et ce dont nous avions la preuve. Quatrièmement, et c'est la partie qui m'a fait sourire pour la première fois depuis des jours, nous contacterions chaque personne qui avait été à ce mariage.
Nous leur fournirions les preuves. Nous démantèlerions systématiquement le récit selon lequel j'étais folle. Ce sera brutal, m'a prévenu Catherine. Ça va devenir moche. Ils se battront. Votre famille les choisira probablement plus tôt que vous. Êtes-vous prête pour ça? Ils m'ont déjà choisi, ai-je dit. Je n'ai plus rien à perdre. Bien. Catherine a tendu la main. Alors commençons. Je l'ai serré, scellant mon destin et le leur. Les papiers du divorce ont été signifiés à Julien 3 jours plus tard. À l'appartement de Léna où il avait apparemment emménagé. Je le savais parce que j'avais engagé un détective privé. Catherine en avait recommandé un pour suivre ses mouvements. L'enquêtrice, une femme nommée Rita, qui ressemblait à la grand-mère bienveillante de quelqu'un mais avait l'instinct d'un limier, m'avait fourni un rapport détaillé. Julien n'était pas retourné à notre appartement depuis le mariage. Il avait déménagé tous ses effets essentiels pendant que j'étais au travail la veille du mariage, laissant juste assez pour maintenir l'apparence qu'il y vivait encore. Il avait planifié sa sortie avec soin. Bien sûr qu'il l'avait fait. Rita a signifié les papiers elle-même, se faisant passer pour une livreuse. Elle l'a filmé avec une caméra cachée. J'ai regardé la vidéo dans le bureau de Catherine. Julien a ouvert la porte en t-shirt et pantalon de pyjama, clairement détendu. Il a signé pour le colis, l'a ouvert. J'ai regardé son visage se vider de sa couleur alors qu'il lisait la première page. Demande de dissolution de mariage. Il a feuilleté les documents et j'ai pu voir le moment où il est arrivé à la section des preuves. Sa main a littéralement tremblé. Léna est apparue derrière lui, portant une de ses chemises. Qu'est-ce que c'est? Il n'a pas répondu, lui a juste tendu les papiers. J'ai regardé son visage passer par le choc, la colère, puis quelque chose comme de la peur. Elle ne peut pas faire ça, a dit Léna, sa voix métallique à travers l'audio de la caméra. Elle ne peut rien prouver de tout ça. Elle a les messages, a dit Julien, sa voix creuse. Du téléphone prépayé. Elle les a tous. Comment? Comment les a-t-elle eus? Je ne sais pas. J'ai laissé le téléphone dans mon bureau. Je pensais qu'il s'est passé une main dans les cheveux, le geste familier est maintenant révoltant. Je pensais que je faisais attention. C'est grave, a dit Léna. Julien, c'est vraiment grave. Si ça devient public, je sais, mon travail, ma réputation, tout. Je sais. Sa voix était vive maintenant, en colère. Tu penses que je ne sais pas ce que ça signifie pour moi? Je pourrais perdre ma licence. Fraude financière, bigamie. Tu n'es pas bigame, a dit Léna rapidement. Notre mariage n'est pas légal. L'officiant était faux. Je me suis redressé. Catherine s'est penchée en avant. Quoi? La voix de Julien était un murmure. J'ai fait en sorte que notre mariage ne soit pas légal, a dit Léna. Juste au cas où. Le prêtre était un ami acteur à moi. Donc techniquement, tu n'es toujours marié qu'à elle, ce qui signifie que tu peux divorcer d'elle et ensuite on pourra se marier pour de vrai. Toi, Julien la fixa. Tu as planifié ça. Tu savais que notre mariage n'était pas légal. Je nous protégeais. La voix de Léna est devenue aiguë, défensive. Si le mariage n'était pas légal, tu ne peux pas être accusé de bigamie. C'est juste une liaison. Désordonnée mais pas criminelle. Le silence s'est étiré entre eux. Je dois appeler mon avocat, a dit Julien finalement. La vidéo s'est terminée là. Catherine s'est adossée avec un sourire satisfait. Eh bien, a-t-elle dit, c'est intéressant. Donc, ils ont commis une fraude envers tous ces invités du mariage. Tout le monde a donné des cadeaux, de l'argent pour un mariage qui n'était pas légal. Cela ouvre une toute nouvelle voie de responsabilité. Pouvons-nous utiliser ça? Ai-je demandé. Oh, nous pouvons certainement l'utiliser. Elle a pris une note. Ça devient de mieux en mieux. La semaine suivante, la machine judiciaire s'est mise en marche. Julien a engagé un avocat, un type d'entreprise lisse, qui a immédiatement essayé de me peindre comme l'agresseur. Ils ont déposé une contre-plainte affirmant que j'avais volé le téléphone de Julien et violé sa vie privée. Catherine a ri en la voyant. Il se démène. C'est le geste de quelqu'un qui sait qu'il est pris. Elle a déposé une requête pour inclure les messages du téléphone prépayé comme preuve, ainsi qu'un affidavit de ma part expliquant comment j'avais trouvé le téléphone dans notre domicile conjugal partagé,
dans un tiroir non verrouillé. Non pas volé, découvert. Le juge l'a autorisé. Puis sont venues les lettres de mise en demeure. Catherine les a fait livrer par un huissier, formelle et juridiquement contraignante. Une à Julien, une à Léna, et une à mes parents. Ma mère m'a appelé pour la première fois en 2 semaines, sa voix stridente de panique. Que as-tu fait? Qu'est-ce que c'est que cette lettre? C'est exactement ce qu'elle dit, mère. C'est un avis formel que j'ai la preuve d'un complot pour me frauder et ruiner ma réputation. Complot? Es-tu folle? Nous n'avons pas. Vous saviez, ai-je dit, ma voix froide. Vous saviez que Julien était mon mari. Vous saviez qu'il avait une liaison avec Léna. Vous les avez aidés à me tenir à l'écart du mariage. Vous m'avez menti. Pendant des mois, nous essayions de te protéger. Me protéger en aidant mon mari à épouser ma sœur. C'est compliqué. Double A, tu ne comprends pas. Alors explique-moi. Explique-moi en quoi c'était me protéger. Silence. Puis la voix de mon père en arrière-plan. Raccroche. Ne dis rien d'autre. S'il te plaît. Ma mère a réessayé. Ne fais pas ça. Ne lave pas notre linge sale en public. Pense à ce que cela va nous faire à tous. J'y pense. Ai-je dit, j'y pense très clairement. Peut-être auriez-vous dû y penser avant de trahir votre propre fille. J'ai raccroché. Ma main tremblait, mais je me sentais étrangement calme. Le cordon était coupé. La famille qui ne m'avait jamais vraiment apprécié était partie, et c'est moi qui avais rompu le lien. Ça aurait dû faire plus mal, mais j'avais déjà fait leur deuil. Il ne restait plus qu'une froide résolution. Le coup de génie final de Catherine a été l'exposition publique, pas un post sur les réseaux sociaux ou une confrontation dramatique. Quelque chose de mieux, de plus permanent. Elle avait un collègue qui travaillait dans le journalisme, un journaliste d'investigation pour le principal journal de la ville. Catherine l'a contacté et a proposé l'histoire, bigamie dans la haute société, le mariage local de l'année construit sur des mensonges. La journaliste, une femme nommée Johanna Reed, a été immédiatement intéressée. Elle m'a interviewé pendant des heures, a vérifié chaque élément de preuve et a construit une histoire méticuleuse et accablante. L'article a été publié un dimanche en première page de la section Art de vivre, avec une photo de Léna et Julien de leur mariage bien en évidence. Le titre disait « Le mariage qui n'en était pas un, comment une femme a découvert que son mari épousait sa sœur ». Tout y était détaillé. La chronologie de mon mariage avec Julien, l'affaire, le mariage dont j'avais été exclu, les messages textes publiés avec les noms caviardés, mais quiconque nous connaissait reconnaîtrait les détails. La fausse cérémonie de mariage, la complicité de mes parents, et le plus dévastateur, il incluait des citations de moi. Je l'aimais de tout mon être. L'article me citait en disant « Je faisais confiance à ma famille pour me soutenir. Quand j'ai découvert la vérité, ce n'est pas seulement mon mariage qui est mort. C'est ma foi en les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement. Cette trahison est pire que tout ce que mon mari a fait. » Johanna avait également réussi à obtenir quelques citations d'invités du mariage, des personnes prêtes à témoigner. Nous n'avions aucune idée qu'il y avait une femme. Si nous l'avions su, nous n'y serions jamais allés. Nous avons fait un cadeau très cher. Je me sens complètement trompé, a dit un invité. Un autre a dit, tout cela semblait bizarre. Le secret, la précipitation, maintenant ça a du sens. C'est épouvantable. L'article est devenu viral en quelques heures. Il a été repris par les nouvelles régionales, puis nationales. Le lundi matin, scandale de mariage et le nom complet de Léna étaient en tendance sur les réseaux sociaux. La réaction a été écrasante. Des milliers de commentaires, pour la plupart me soutenant, condamnant Julien, Léna et mes parents. Les gens ont partagé leurs propres histoires de trahison. Des inconnus ont envoyé des messages de soutien. Quelques personnes ont essayé de défendre Léna et Julien, suggérant qu'il y avait plus à l'histoire, que je devais avoir été une femme terrible pour qu'ils s'égarent. Mais ils ont été noyés par la majorité qui a vu la situation pour ce qu'elle était, une trahison cruelle et calculée. L'employeur de Léna, une prestigieuse agence de marketing, a publié une déclaration disant qu'ils enquêtaient sur l'affaire et prenaient au sérieux les allégations de violations éthiques. Le mercredi, Léna était en congé administratif. Le cabinet de conseil financier de Julien l'a renvoyé en tant que partenaire. Nous avons une politique de tolérance zéro pour la fraude et les violations éthiques.
Leur déclaration disait « Monsieur Thorne n'est plus affilié à notre entreprise ». Le lieu du mariage a publié une déclaration disant qu'ils avaient été trompés et qu'ils réexaminaient leur procédure de vérification. Le cercle social de mes parents, le country club, qu'ils avaient passé des décennies à cultiver, s'est retourné contre eux. J'ai entendu par un cousin, un de ceux qui m'avaient contacté pour exprimer leur soutien, qu'on leur avait demandé de ne pas assister à certains événements, que des chuchotements les suivaient partout où ils allaient. Le tribunal de l'opinion publique avait rendu son verdict, et il était brutal. Avec l'exposition publique sont venues des conséquences inattendues. Des gens ont commencé à se manifester avec des informations que je ne connaissais pas. Une femme nommée Sophia m'a contacté par l'intermédiaire du bureau de Catherine. Elle avait été la petite amie de Julien avant moi. Elle avait une histoire qui m'a glacé le sang. Il m'a fait la même chose. M'a-t-elle dit lorsque nous nous sommes rencontrés pour un café. Elle était jolie, bien mise, avec des yeux tristes qui suggéraient de vieilles blessures. J'ai été avec lui pendant 3 ans. Nous étions fiancés. Et puis j'ai découvert qu'il voyait quelqu'un d'autre en parallèle. Quand je l'ai confronté, il m'a fait passer pour folle. Il a dit que j'étais paranoïaque, jalouse. Il m'a tellement manipulé que je me suis excusé auprès de lui d'avoir douté de lui. Qu'est-il arrivé? Ai-je demandé. J'ai fini par trouver des preuves. Des photos sur son ordinateur portable qu'il avait oublié de supprimer. J'ai rompu, mais il avait déjà empoisonné tous nos amis communs contre moi. Il leur a dit que j'étais instable. Au moment où j'ai essayé de dire la vérité aux gens, personne ne m'a cru. Elle a pris une profonde inspiration. Quand j'ai vu l'article sur vous, tout est revenu. Je voulais que vous sachiez que c'est un schéma. Il a déjà fait ça. Vous n'êtes pas folle. Vous n'êtes pas le problème. Merci, ai-je murmuré. Merci de me l'avoir dit. Elle n'était pas la seule. 2 autres femmes se sont manifestées avec des histoires similaires. Julien avait un historique de relations qui se chevauchaient, de manipulation, de faire douter les femmes de leur propre santé mentale. Catherine a ajouté tout cela à notre dossier. Cela établit un schéma de comportement, a-t-elle expliqué. Cela rend plus difficile pour lui de prétendre que c'était une erreur ponctuelle. La procédure de divorce avançait. L'avocat de Julien a essayé toutes les tactiques pour retarder, pour obscurcir, pour me peindre comme vindicative. Mais Catherine était meilleure. Elle était implacable. Nous avons eu une audience pour la division des biens. Julien a soutenu qu'il devrait garder la plupart de nos économies parce qu'il avait gagné plus pendant le mariage. Catherine a détruit cet argument en montrant que je l'avais soutenu émotionnellement et domestiquement, lui permettant de travailler de longues heures et de voyager, et qu'il avait épuisé nos actifs pour financer sa liaison. Monsieur Thorne a dépensé plus de $50 000 de fonds matrimoniaux pour sa liaison avec Madame Ashford, a déclaré Catherine, présentant des reçus et des relevés bancaires, des chambres d'hôtel, des dîners, des bijoux, des contributions au mariage qu'il avait l'intention d'être frauduleux. Ma cliente a droit à une compensation pour cette dissipation d'actifs. La juge, une femme d'une 60aine d'années qui était restée de marbre pendant la majeure partie de la procédure, a regardé Julien avec un dégoût non dissimulé. Monsieur Thorne. A-t-elle dit, je suis juge au tribunal de la famille depuis 20 ans. J'ai vu de nombreux cas d'infidélité, mais la cruauté et la tromperie calculées dans cette affaire sont extraordinaires. Non seulement vous avez trahi votre femme, mais vous avez conspiré avec sa famille pour le faire. Vous avez utilisé les biens matrimoniaux pour financer votre liaison, puis vous avez tenté de faire passer votre femme pour mentalement instable lorsqu'elle a découvert la vérité. L'avocat de Julien a essayé d'interrompre, mais la juge a levé la main. Je n'ai pas fini. Ce tribunal conclut que Monsieur Thorne est entièrement responsable de la dissolution de ce mariage. Madame Thorne se voit attribuer 60% de tous les biens matrimoniaux, y compris le compte d'épargne, la valeur des véhicules et tout le mobilier. Monsieur Thorne est également condamné à payer intégralement les frais de justice de Madame Thorne, ainsi que des dommages-intérêts compensatoires d'un montant de $100 000 pour détresse émotionnelle et fraude. J'ai senti la main de Catherine serrer la mienne sous la table. De plus, a poursuivi la juge, je renvoie cette affaire au bureau du procureur pour d'éventuelles poursuites pénales liées à la fraude. Le visage de Julien était livide. Léna, qui était assise au fond de la salle d'audience, a laissé échapper un petit halètement. Le marteau est tombé. La séance est levée. À l'extérieur de la salle d'audience, Catherine était rayonnante. Ça s'est encore mieux passé que ce que j'espérais. Elle l'a anéanti.
Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé. Maintenant, on recouvre. Ces biens seront gelés jusqu'à ce qu'il vous paie ce qu'il vous doit. Si le procureur décide de porter plainte, il pourrait faire face à des sanctions pénales. Quoi qu'il en soit, sa vie telle qu'il la connaissait est terminée. J'aurais dû me sentir triomphante, victorieuse, mais je me sentais surtout fatiguée. Lena a essayé de me contacter une semaine après l'audience. Elle a envoyé un email à une ancienne adresse que je consultais rarement. Je ne l'ai vue que parce que Catherine m'avait conseillé de surveiller tous mes comptes pour toute tentative de contact. L'email était long, décousu et profondément manipulateur. Il commençait par « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je sais que ce que j'ai fait était mal, mais j'ai besoin que tu comprennes que je n'ai jamais voulu te faire de mal. Julien et moi, nous sommes tombés amoureux. Aucun de nous ne l'avait prévu. C'est juste arrivé. Tu sais comment c'est quand tu rencontres quelqu'un et qu'il y a cette connexion instantanée. Je le savais. J'avais ressenti ça avec Julien. Avant de savoir qu'il était un menteur et un sociopathe. Je sais que le timing était mauvais, continuait l'email. Et je sais que nous aurions dû te le dire plus tôt, mais nous avions peur. Peur de ta réaction. Tu peux être si intense, si émotive. Nous ne pensions pas que tu comprendrais. Ma faute. Toujours ma faute de ressentir des choses. Maman et papa essayaient juste d'aider tout le monde. Lena a écrit, ils pensaient que si nous pouvions juste passer le mariage, alors nous pourrions tous nous asseoir et parler comme des adultes. Mais tu as dû gâcher le mariage. Tu as dû faire une scène. Tu n'as pas pu me laisser avoir un seul jour. J'ai lu l'email 3 fois. Chaque fois, sentant ma colère monter, elle jouait toujours la victime, me faisant toujours passer pour la méchante de son histoire. Je l'ai transféré à Catherine sans répondre. Du Darvaux classique, a dit Catherine quand elle m'a appelé plus tard. Nier, attaquer, inverser la victime et l'agresseur. Elle nie sa responsabilité, vous attaque pour votre réaction et se positionne comme la victime. N'engagez pas la conversation. Tout ce que vous direz sera déformé et utilisé contre vous. Je n'ai pas engagé la conversation, mais j'ai sauvegardé l'email. Une preuve de plus de son état d'esprit, de son refus d'assumer une réelle responsabilité. Mes parents ont essayé une approche différente. Ils se sont présentés à mon appartement, l'appartement que j'avais gardé dans le règlement, celui que Julien avait abandonné. Je les ai vus à travers le Judas et j'ai envisagé de ne pas répondre, mais j'en avais fini de me cacher. J'ai ouvert la porte, mais je ne les ai pas invités à entrer. Ma mère a commencé, les yeux rougis. S'il te plaît, nous devons parler. Alors parler, ai-je dit. Mon père avait l'air mal à l'aise, se balançant d'un pied sur l'autre. On peut entrer? Non. Ma mère a tressailli, chérie, s'il te plaît. Nous sommes toujours tes parents. Nous t'aimons. Vraiment? La question est sortie plate, sans émotion, parce que j'ai du mal à voir l'amour dans tout ça. Nous avons fait des erreurs, a dit mon père. Nous l'admettons. Mais tu dois comprendre, nous étions dans une position impossible. Impossible. Vous avez choisi de prendre le parti de mon mari et de ma sœur contre moi. Cela me semble être une position assez claire. Ce n'était pas comme ça, a insisté ma mère. Lena est venue nous voir en pleurant il y a des mois. Elle a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un, qu'elle était amoureuse. Quand elle nous a dit que c'était Julien, nous avons été choqués. Nous lui avons dit que c'était mal, qu'elle devait mettre fin à tout ça. Mais vous ne me l'avez pas dit. Nous pensions qu'il y mettrait fin. La voix de ma mère s'est élevée. Nous pensions que si nous laissions juste le temps, l'affaire s'éteindrait et tu n'aurais jamais à le savoir. Nous essayions de te protéger de la douleur. Alors, vous les avez laissés continuer? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Vous saviez depuis des mois et n'avez rien dit. Nous ne savions pas quoi faire. A dit mon père. Lena a juré qu'ils allaient arrêter. Puis elle est tombée enceinte. Le monde a basculé. Quoi? Elle est enceinte? A dit ma mère doucement. C'est pour ça qu'ils se sont précipités pour le mariage. Elle en est à 12 semaines. Quand elle nous l'a dit, que pouvions-nous faire, c'est notre petit enfant. Notre petit enfant, pas ma nièce ou mon neveu. Leur petit enfant. C'est ce qui comptait. Alors, vous avez sacrifié une fille pour une autre, ai-je dit, engourdi.
Parce qu'elle vous donne un petit enfant. Ce n'est pas comme ça. Sortez. Ma voix était stable, froide. Sortez et ne revenez pas. J'ai dit sortez. L'émotion a finalement percé, ma voix se brisant. Vous avez choisi. Vous avez fait votre choix. Maintenant, vivez avec. Mais ne venez pas ici prétendre que vous essayez de me protéger. Vous vous protégiez vous-même. Votre relation avec Lena, votre futur petit enfant. J'étais juste un dommage collatéral. Ce n'est pas juste, a dit mon père, sa propre colère faisant surface. Nous sommes tes parents. Nous t'aimerons toujours, mais tu es égoïste. Tu déchires cette famille par orgueil. Orgueil ? Le mot est sorti comme un rire étranglé. Tu penses que c'est une question d'orgueil ? Mon mari a épousé ma sœur avec votre bénédiction. Et c'est moi qui suis égoïste. Nous n'avons pas donné notre bénédiction, a dit ma mère faiblement. Nous avons juste. Nous ne l'avons pas arrêté. C'est la même chose. J'ai commencé à fermer la porte. Profitez de votre petit enfant. J'espère qu'il en vaut le prix que vous avez payé. Ara, s'il te plaît. J'ai claqué la porte au nez. Je l'ai verrouillée. Je me suis laissé glisser jusqu'au sol, le dos contre la porte, écoutant les pleurs étouffés de ma mère de l'autre côté, écoutant la voix basse de mon père essayant de la réconforter. Après quelques minutes, leurs pas se sont éloignés dans le couloir. Je suis restée assise là sur le sol et je n'ai absolument rien ressenti. J'avais pensé qu'il pourrait y avoir une certaine satisfaction à les rejeter de la même manière qu'ils m'avaient rejeté. Mais il n'y avait que du vide. La grossesse expliquait tant de choses. La précipitation, le désespoir de m'éloigner du mariage. Ils n'avaient pas seulement volé mon mari. Ils construisaient toute une vie ensemble. Une famille. La famille que je rêvais d'avoir avec Julien un jour. Avait-il jamais voulu ça avec moi ? Ou avais-je toujours été la solution de rechange, en attendant que quelque chose de mieux se présente ? J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Catherine. Lena est enceinte, ai-je dit sans préambule. Mes parents viennent de me le dire, c'est pour ça qu'ils se sont précipités pour le mariage. Catherine est restée silencieuse un moment. Comment te sens-tu par rapport à ça ? Je ne sais pas, engourdi, en colère, soulagé de ne pas être lié à lui par un enfant. J'ai pressé ma main libre sur mon ventre, pensant à la fausse alerte de grossesse que j'avais eue il y a 1 an. Il s'était avéré que ce n'était rien et Julien avait semblé presque soulagé. Maintenant je savais pourquoi. Pouvons-nous utiliser cette information ? Potentiellement. Cela établit un mobile pour la fraude. Ils avaient besoin que le mariage ait lieu rapidement avant qu'elle ne commence à montrer. Mais j'ai besoin de te demander quelque chose. Jusqu'où veux-tu aller avec ça ? Parce que nous pouvons continuer à pousser, à les détruire. Mais il y a un point où la vengeance commence à te détruire aussi. Tu dois réfléchir à ce que tu veux vraiment. Je veux la justice. La justice et la vengeance ne sont pas toujours la même chose. J'ai fermé les yeux, appuyant ma tête contre la porte. Je veux qu'ils comprennent vraiment ce qu'ils ont fait. Je veux des conséquences qui comptent. Et ensuite je veux passer à autre chose. Je veux construire une vie où il n'existe pas. D'accord, a dit Catherine doucement. Alors finissons en. Chapitre 12, le point de rupture. 2 semaines plus tard, le bureau du procureur a annoncé qu'il portait plainte contre Julien pour fraude électronique et vol. Les fonds matrimoniaux qu'il avait utilisés pour financer l'affaire provenaient d'un compte joint qui incluait mes chèques de paie déposés directement. Puisqu'il avait transféré de l'argent de ce compte pour payer des choses comme la bague de fiançailles de Lena et les dépenses du mariage sans ma connaissance ni mon consentement, cela était qualifié de vol. Il a été arrêté à l'appartement de Lena tôt un mardi matin. Les nouvelles locales ont diffusé les images de son arrestation. Julien menotté, son costume chair froissée, son visage un masque de choc et d'humiliation. Je l'ai regardé aux nouvelles en me préparant pour le travail. J'étais retourné à l'hôpital la semaine précédente, ayant besoin de la structure et du but. Mes collègues avaient été maladroitement solidaires, ayant tous lu sur le scandale, mais ils m'ont donné de l'espace, m'ont laissé me concentrer sur le travail, sur les enfants qui avaient besoin de moi. Voir Julien menotté aurait dû être triomphant. Au lieu de ça, c'était juste triste. Cet homme que j'avais aimé, avec qui j'avais construit une vie, réduit à ça. Avait-il jamais été réel ?
Où avais-je aimé un fantôme, une performance, un masque? Les accusations étaient accompagnées d'une audience de cautionnement. Catherine y a assisté, bien que je sois resté à l'écart. Elle m'a appelé après. La caution a été fixée à $100 000. Ses parents l'ont payé. Ses parents. Je les avais rencontrés 2 fois. Ils avaient semblé assez gentils, bien que distants. Ils sont venus de Floride en voiture. Ils ne sont pas contents. J'ai entendu sa mère dans le couloir lui dire qu'il avait déshonoré la famille. Bien. Il y a autre chose. Lena était à l'audience. Il avait l'air mal en point. Vraiment mal en point. Et quand Julian est sorti, elle a essayé de s'approcher de lui, mais il est passé juste à côté d'elle. Il ne l'a même pas reconnu. J'ai absorbé cette information. Des problèmes au paradis? On dirait bien. Faire face à des accusations criminelles a une façon de clarifier ce qui compte pour les gens. Je suppose que Julian réalise que Lena ne vaut pas la peine de tout perdre. Une partie amère de moi voulait rire. Lena avait détruit sa relation avec moi, torpillé sa réputation, perdu son travail, tout ça pour un homme qui la jetait maintenant comme un déchet. Que se passe-t-il ensuite? Ai-je demandé. Le procès pénal prendra des mois à préparer. En attendant, le divorce sera finalisé. Nous avons l'accord de règlement rédigé. Une fois que Julian l'aura signé, tu seras libre. Libre. Le mot aurait dû sonner libérateur. Il sonnait solitaire. Mais la solitude valait mieux que la trahison. La chute de Lena a été plus lente que celle de Julian, mais non moins complète. Son congé administratif du travail est devenu un licenciement discret 2 semaines après l'arrestation de Julian. La raison officielle était une réorganisation, mais tout le monde connaissait la vérité. L'entreprise ne voulait pas que le scandale soit associé à leur marque. Elle a essayé de trouver d'autres emplois en marketing, mais la nature virale de l'histoire l'a rendue inembauchable. Tout employeur potentiel pouvait rechercher son nom sur Google et trouver des milliers d'articles et de publications sur les réseaux sociaux sur le scandale du mariage. Ses amis, la foule mondaine qu'elle avait si soigneusement cultivée, l'ont abandonnée un par un. Les invitations se sont taries. Les discussions de groupe sont devenues silencieuses. Personne ne voulait être associé à la femme qui avait volé le mari de sa sœur. J'ai appris tout cela par ma cousine Emma, qui s'était fermement rangée de mon côté et me tenait au courant. Une partie de moi me disait que je ne devrais pas écouter, que je ne devrais pas m'en soucier, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. J'avais besoin de savoir qu'il y avait des conséquences. Elle vit avec tes parents maintenant, m'a dit Emma autour d'un café un samedi. Apparemment, Julian l'a mise à la porte de l'appartement qu'ils partageaient. Il est fauché. Tout l'argent qu'elle avait est parti dans le mariage et les frais de justice. Et le bébé? Ai-je demandé, me surprenant moi-même. Le visage d'Emma s'est adouci. Toujours enceinte, à ce que je sache. Elle doit accoucher dans environ 5 mois. Je l'ai vue à l'épicerie la semaine dernière. Elle avait l'air petite, vaincue, rien à voir avec la Lena avec qui nous avons grandi. J'aurais dû ressentir de la satisfaction. C'est ce que je voulais, n'est-ce pas? Qu'elle perde tout comme moi. Mais je me sentais juste vide. Comment maman et papa gèrent-ils ça? Ai-je demandé, me détestant de m'en soucier. Pas bien. Papa a l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Maman est dans un déni complet, agissant comme si tout allait bien, mais on voit bien qu'elle s'effondre. Ils sont des parias sociaux maintenant. Le country club leur a demandé de démissionner. Le country club. Toute l'identité sociale de mes parents était liée à cette adhésion. Ils avaient travaillé pendant des décennies pour se la permettre, pour être acceptés dans ce monde. J'ai presque pitié d'eux, a dit Emma avec précaution. Presque. Puis je me souviens de ce qu'ils t'ont fait et la sympathie s'évapore. Ils ont fait leur choix, ai-je dit, répétant les mots que je me répétais comme un mantra. Ils doivent vivre avec. Mais cette nuit-là, seul dans mon appartement, j'ai pleuré pour eux. Pour les parents que j'aurais aimé avoir, qui m'auraient choisi, protégé, aimé inconditionnellement. Ces parents n'avaient jamais existé, mais je les pleurais quand même. 3 mois après la confrontation au tribunal, une lettre est arrivée. Pas un email, mais une véritable lettre manuscrite livrée par la poste. L'adresse de l'expéditeur était la maison de mes parents. L'écriture était celle de Lena. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir. Catherine avait conseillé de ne pas avoir de contact, mais la curiosité l'a emporté.
Je l'ai ouverte, debout dans ma cuisine, la lumière de l'après-midi filtrant par les fenêtres. Elle commençait ainsi, « Je ne m'attends pas à ce que tu lises ceci. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je n'attends plus rien de toi. Mais j'avais besoin d'écrire ceci. Même si tu le déchires sans le lire, j'avais tort. Tout ce que j'ai fait était mal. Je savais que c'était mal pendant que je le faisais. Et je l'ai fait quand même. Je me suis raconté des histoires pour le justifier. Que Julien m'aimait plus que toi. Que tu irais bien. Que je méritais d'être heureuse. Mais c'étaient tous des mensonges que je me racontais pour excuser l'inexcusable. La vérité, c'est que j'ai toujours été jalouse de toi. Tu as toujours été la bonne, la gentille, celle qui se souciait des autres. J'étais la jolie, la réussie, mais tout n'était que surface. Tu avais de la profondeur. Tu avais de vraies relations avec les gens. Je n'avais que des transactions. Quand j'ai rencontré Julien à cette collecte de fonds, oui, nous nous sommes rencontrés avant que tu nous présentes. Il m'a approché en premier, en fait. Mais tu es arrivé et il a déplacé son attention sur toi et j'ai vu la façon dont il te regardait, comme si tu comptais, comme si tu étais réel. J'étais fiancé à quelqu'un d'autre à l'époque. Tu te souviens, Thomas? Il était ennuyeux mais stable. J'ai rompu avec lui 2 semaines après ton mariage avec Julien parce que je ne supportais pas de te voir heureuse avec l'homme qui, selon moi, aurait dû être le mien. J'ai passé 2 ans à essayer de l'oublier. Je suis sorti avec d'autres personnes. Je me suis jeté dans le travail. Mais chaque fois que je vous voyais ensemble lors des dîners de famille, je ressentais ce ressentiment brûlant. Tu ne l'appréciais même pas. Je me disais, tu ne t'habilles pas assez bien. Tu travailles trop. Tu es trop fatigué pour sortir. Je me suis convaincu que tu ne le méritais pas. Alors je l'ai poursuivi. Je l'ai rencontré accidentellement dans des endroits où je savais qu'il serait. J'ai flirté. Je me suis rendu disponible et finalement il a répondu. L'affaire a commencé 8 mois avant le mariage. C'était excitant au début, interdit. Nous parlions de toi parfois et il disait des choses comme « Elle ne me comprend pas comme toi ». Et j'ai fait une erreur en l'épousant. Je le croyais parce que je voulais le croire. Mais après le mariage, après qu'il ait emménagé avec moi, tout a changé. Le Julien qui avait été si attentionné pendant l'affaire est devenu distant. Distrait, il a commencé à prendre des appels qu'il ne me laissait pas entendre. Il a commencé à disparaître pendant des heures. J'ai découvert il y a 2 semaines qu'il voyait quelqu'un d'autre, une autre femme, quelqu'un de son immeuble de bureau. L'ironie ne m'échappe pas. Quand je l'ai confronté, il m'a dit les mêmes choses qu'il t'a probablement dites à propos de moi. Que c'est juste arrivé. Qu'il ne voulait pas me faire de mal. Toutes les mêmes répliques. Il est parti il y a 3 jours, a fait ses valises et a emménagé avec elle. Il a dit que le bébé n'était pas son problème, que je devais m'en occuper. Alors maintenant, je suis seule, enceinte, au chômage, vivant avec maman et papa dans ma chambre d'enfant comme une ratée. Tous ceux que je connais me détestent. Je ne peux pas trouver de travail. Je ne peux pas me montrer nulle part sans que les gens chuchotent. Et tu sais quelle est la pire partie? Je mérite tout ça. Chaque parcelle de souffrance que je traverse, je la mérite. Mais ce bébé ne le mérite pas. Cet enfant innocent n'a pas demandé à naître dans ce gâchis. Et j'ai peur. Peur de devenir mère. Et je ne sais pas comment être autre chose qu'égoïste. Je ne demande pas le pardon. Je ne demande pas d'aide. Je voulais juste que tu saches que tu avais raison sur tout. Julien est exactement celui que tu as découvert. Maman et papa ont eu tort de me choisir plutôt que toi, et j'ai eu tort sur toute la ligne. Tu méritais mieux que nous tous. Je suis désolé. Pour ce que ça vaut, je suis vraiment, profondément désolé, Léna. J'ai lu la lettre 3 fois, debout dans ma cuisine alors que l'après-midi se transformait en soirée. Mes mains tremblaient à la fin. C'est ce que je voulais, n'est-ce pas? Une admission, des excuses, la reconnaissance qu'ils avaient tort et que j'avais raison. Alors, pourquoi cela semblait-il si vide? J'ai appelé Catherine. Léna m'a envoyé une lettre, une confession en quelque sorte. Pouvons-nous l'utiliser? Transfère-la moi. Mais veux-tu l'utiliser? Le divorce est presque finalisé. Julien fait face à des accusations criminelles. Tes parents sont des parias sociaux. Léna a tout perdu.
À quel moment est-ce suffisant? Je ne sais pas, ai-je murmuré. Je ne sais pas à quoi ressemble assez. Peut-être que c'est quelque chose que tu dois déterminer avant de poursuivre. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans l'obscurité grandissante de mon appartement, la lettre sur le comptoir à côté de moi. Léna était enceinte et seule. Julien lui avait fait exactement ce qu'il m'avait fait. L'avait fait se sentir spécial, puis l'avait rejeté quand quelqu'un de plus brillant s'était présenté. Il y avait une justice là-dedans, une symétrie poétique. Mais il y avait aussi un bébé, un enfant qui grandirait entouré des décombres des choix de ses parents. J'ai pensé aux enfants avec qui je travaillais à l'hôpital, les innocents qui souffraient à cause des décisions des adultes sur lesquelles ils n'avaient aucun contrôle. Ce bébé serait l'un d'entre eux. Et que cela me plaise ou non, ce bébé était ma nièce ou mon neveu. Mon sang. Je suis resté avec la lettre pendant 3 jours avant de prendre ma décision. Le 3e jour, j'ai appelé Emma. J'ai besoin que tu me dises la vérité, ai-je dit. À quel point est-ce vraiment grave? Emma a soupiré. C'est le chaos. Léna quitte à peine sa chambre. Ta mère fait des crises de panique. Ton père prend des médicaments pour la tension artérielle. Le stress les tue. Et financièrement, ils ont tout dépensé en avocat pour Léna. Ils vont probablement devoir vendre la maison. Et avec un bébé qui arrive, ils vont tout perdre. J'ai terminé. Ouais. J'ai fermé les yeux. Si je voulais aider hypothétiquement, à quoi cela ressemblerait-il? Es-tu sérieuse? La voix d'Emma était vive de surprise après tout ce qu'ils t'ont fait. Je ne le fais pas pour eux. Je le fais pour moi parce que j'ai besoin de pouvoir me regarder dans le miroir et j'ai besoin de pouvoir avancer sans ce poids. Tu ne leur dois rien. Je sais, mais c'est peut-être exactement pour ça que je dois le faire. Parce que je le choisis, pas parce que je leur dois. J'ai appelé Catherine ensuite. Je veux abandonner le procès contre mes parents. Ai-je dit, je sais ce que tu vas dire, mais j'y ai réfléchi. Julien est celui qui m'a fait du tort. Il subit les conséquences. Léna a subi les conséquences. Mes parents, ils ont eu tort. Terriblement tort. Mais ce sont toujours mes parents. Et il y a un bébé qui arrive qui n'a rien demandé de tout ça. Catherine est restée silencieuse un long moment. Et l'argent qu'ils te doivent? Les dommages émotionnels. Garde le dossier contre Julien. Abandonne celui contre mes parents et Léna. Je ne veux pas de leur argent. Je veux juste qu'ils sortent de ma vie. Tu es sûr? Je suis sûr. Je vais déposer l'abandon. Mais cela ne signifie pas que tu dois les laisser revenir dans ta vie. Tu peux faire preuve de pitié sans sacrifier tes limites. Je sais, c'est exactement ce que je fais. L'étape suivante a été plus difficile. J'ai écrit une lettre de ma propre main à Léna. Léna, j'ai bien reçu ta lettre. Je crois que tu es désolée et je crois que tu souffres. J'abandonne le procès contre toi et nos parents. Pas parce que je te pardonne. Je n'en suis pas encore là et je ne le serai peut-être jamais, mais parce que je refuse de laisser ce que tu as fait me transformer en quelqu'un que je ne reconnais pas. Je refuse de laisser tes choix définir le reste de ma vie. Tu vas bientôt devenir mère. Cet enfant mérite mieux que de grandir dans l'ombre de ce scandale. Alors, je trace une ligne. La bataille juridique se termine ici. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une réconciliation. Je ne reviens pas dans la famille. Je ne serai pas au baby shower ou aux vacances. Je ne vais pas jouer aux familles heureuses et prétendre que cela ne s'est pas produit. Je vous laisse partir, vous, maman et papa, la famille que je pensais avoir. Je vous laisse partir pour que je puisse avancer. J'espère que tu trouveras comment être une meilleure mère que tu n'as été une sœur. Cet enfant mérite au moins ça. Ne me contacte plus. J'ai besoin d'espace et de temps. Peut-être qu'un jour je serai prête à parler, mais ce jour n'est pas aujourd'hui, et il pourrait ne pas venir avant des années. Prends soin de toi et de ton bébé. Je l'ai posté avant de pouvoir changer d'avis. Le procès de Julien a eu lieu 6 mois après son arrestation. J'y ai assisté tous les jours, assise au fond de la salle d'audience, le regardant faire face aux conséquences de ses choix. L'accusation a monté un dossier méticuleux. Ils ont montré la piste de l'argent transféré de notre compte joint. Ils ont présenté les messages textes du téléphone prépayé. Ils ont appelé des témoins. Le bijoutier qui avait vendu la bague de fiançailles de Léna à Julien,
payé avec un chèque de notre compte. L'organisatrice de mariage qui avait reçu des paiements de Julian et Léna. La défense de Julian a essayé de présenter cela comme un différend domestique, pas une affaire criminelle. Mais les preuves étaient trop claires. Il avait volé des fonds matrimoniaux. Il avait commis une fraude. Le jury a délibéré moins de 4 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Lors de la condamnation, le juge lui a infligé 2 ans de prison et l'a condamné à payer une restitution. Non seulement à moi, mais aussi aux invités du mariage qui avaient fait des cadeaux pour un mariage frauduleux. Monsieur Thorne, a dit le juge, sa voix lourde de dédain. Vous avez montré un schéma de manipulation, de tromperie et de mépris total pour les autres. Ce tribunal espère que votre temps en prison vous donnera l'occasion de réfléchir au mal que vous avez causé et de devenir une meilleure personne, bien que, franchement, j'ai mes doutes. Le visage de Julian était de pierre alors qu'on l'emmenait menotter. Il ne m'a pas regardé. Pas une seule fois pendant tout le procès il ne m'a regardé. J'aurais dû ressentir une victoire. Au lieu de cela, j'ai juste ressenti une conclusion. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes ont afflué. J'étais devenu une célébrité mineure dans les mois qui ont suivi la révélation de l'histoire. La femme bafouée, m'appelait-il. Il y avait eu des demandes d'interview de la part d'émissions matinales, de podcasts, même d'un service de streaming qui voulait faire un documentaire. Je les ai toutes refusées. Ce n'était pas une histoire que je voulais continuer à raconter. Catherine s'est tenue à mes côtés alors que je faisais une brève déclaration. La justice a été rendue, ai-je dit simplement. J'espère que cette affaire rappellera aux gens que les actions ont des conséquences. Maintenant, je suis prête à avancer dans ma vie. Avez-vous un message pour votre ancien mari ? A crié un journaliste. J'ai fait une pause, réfléchissant. J'espère qu'il obtiendra l'aide dont il a besoin et j'espère qu'il ne fera plus jamais ça à personne. Et votre sœur ? Vous êtes-vous réconciliés ? Non, et nous ne le serons pas. Certaines trahisons ne peuvent pas être réparées, mais je lui souhaite bonne chance. Je me suis frayé un chemin à travers la foule jusqu'à la voiture de Catherine. Elle m'a ramené chez moi en silence, comprenant que j'avais besoin d'espace. C'est fini, a-t-elle dit quand nous nous sommes arrêtés devant mon immeuble. Vraiment fini ? Comment te sens-tu ? Fatiguée, ai-je admis. Mais plus légère, comme si j'avais porté quelque chose de lourd et que je pouvais enfin le poser. Tu devrais être fier de toi. Tu t'es battu. Tu ne les as pas laissés te détruire. J'ai failli les laisser me détruire, ai-je dit doucement. Pendant un moment, j'ai pensé à abandonner, à disparaître, à changer de nom et à recommencer ailleurs où personne ne connaissait l'histoire. Pourquoi n'as-tu pas fait ça ? Parce que ça aurait été les laisser gagner. Ils ont essayé de m'effacer, de me faire passer pour la méchante, de me faire taire. Me battre n'était pas une question de vengeance. C'était refuser d'être effacé. Catherine a hoché la tête. Tu es plus forte que tu ne le penses, et là. Je devais l'être. Je n'avais pas le choix. 4 mois après le procès, Emma m'a appelé. Léna a eu le bébé, a-t-elle dit sans préambule. Une fille, 3,2 kg, en bonne santé. J'étais au travail pendant ma pause déjeuner à la cafétéria de l'hôpital. Le bruit de la salle bondée s'est estompé en un bruit blanc. Une fille, ai-je répété. Ouais. Maman m'a envoyé une photo. Tu veux la voir ? Le voulais-je ? Je n'étais pas sûr. Ce bébé était le produit de la pire trahison de ma vie. Mais elle était aussi une enfant innocente qui n'avait rien demandé de tout ça. En voilà, ai-je dit. La photo est arrivée un instant plus tard. Un minuscule bébé au visage rouge avec une tignasse de cheveux noirs. Elle ressemblait à tous les nouveau-nés, ridée et vaguement extraterrestre et complètement parfaite. Quelque chose s'est resserré dans ma poitrine. Comment l'a-t-elle appelée ? Ai-je demandé. Sophia. Un beau nom. Comment va Léna ? Elle a du mal. Dépression postpartum en plus de tout le reste. Maman aide avec le bébé, mais elle est aussi dépassée. Et Julian, eh bien, il est toujours en prison. Il a renoncé à ses droits parentaux. Il ne veut rien savoir du bébé. Bien sûr qu'il l'a fait. Julian n'assumait aucune responsabilité pour quoi que ce soit. Emma a dit avec précaution. Tu n'as pas à t'en soucier. Tu ne dois rien à Léna ou à ce bébé. Je sais,
Mais je continuais à regarder la photo. Cette petite fille qui grandirait sans père, avec une mère en difficulté, dans les ruines d'un scandale dont elle n'était pour rien. J'ai pensé à ma propre enfance, me sentant toujours comme le deuxième choix, l'indésirable. Sophia se sentirait-elle aussi comme ça? Merci de me l'avoir dit, ai-je dit à Emma. Je dois retourner au travail. Cette nuit-là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au bébé, à Sophia. Je n'étais pas prête à tendre la main. Je n'étais pas prête à pardonner. Mais peut-être qu'il pourrait y avoir un avenir où je pourrais avoir une sorte de relation avec ma nièce. Pas maintenant, pas bientôt, mais un jour. C'était un petit espoir, mais il était là. 1 an après le procès, j'étais une personne différente. J'avais vendu l'appartement. Trop de souvenirs hantaient ces pièces. J'ai acheté une petite maison de l'autre côté de la ville avec un jardin et une balançoire. J'ai adopté un chien de refuge, un bâtard nommé Charlie, qui avait été abandonné par ses précédents propriétaires. On se comprenait. Charlie et moi avions commencé une thérapie, une vraie thérapie intensive pour surmonter le traumatisme et la trahison. Le docteur Patricia Williams était patiente et perspicace, m'aidant à démêler les nœuds de mon enfance et de mon mariage. Vous avez cherché la validation de personnes qui n'allaient jamais vous la donner. M'a-t-elle dit lors d'une séance, vos parents, Julie, même Léna, vous n'arrêtiez pas d'essayer de gagner leur amour, leur approbation. Mais on ne peut pas gagner quelque chose qui devrait être donné gratuitement. Alors que dois-je faire? Vous vous la donnez à vous-même. Vous vous validez vous-même. Vous devenez la personne qui voit votre valeur. C'était un travail difficile, douloureux, mais lentement, j'ai commencé à guérir. Je me suis jeté dans ma carrière. J'ai pris un rôle de direction à l'hôpital, dirigeant une nouvelle initiative de santé mentale pédiatrique. Le travail était stimulant et significatif. J'aidais des enfants qui, comme moi, avaient été abandonnés par les adultes qui étaient censés les protéger. Je me suis fait de nouveaux amis, de vrais amis qui connaissaient mon histoire, mais qui me voyaient comme plus que la femme qui avait été trahie. Nous avions des clubs de lecture, des soirées vins et des randonnées. Ils me rappelaient que j'étais capable de connexion, de confiance. J'ai même commencé à sortir avec des hommes, avec prudence, rien de sérieux. Je n'étais pas prête pour du sérieux, mais j'ai eu des rendez-vous pour un café et j'ai appris à apprécier la compagnie de quelqu'un sans analyser chaque mot à la recherche de significations cachées. Je construisais une vie. Ma vie, pas celle que j'avais imaginée avec Julien. Pas celle que je pensais avoir en tant que membre de ma famille. Une vie différente. Une qui était entièrement la mienne. 18 mois après que tout ait implosé, j'ai croisé Léna à l'épicerie. J'étais dans la section des fruits et légumes, hésitant entre des fraises bio et des fraises normales quand j'ai entendu un bébé pleurer. J'ai levé les yeux et elle était là. Léna avait l'air épuisée. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval en désordre, pas de maquillage, portant un pantalon de yoga et un sweatshirt trop grand. Elle poussait un chariot avec un bambin en pleurs attaché. Sophia, j'ai réalisé qu'elle devait avoir environ 14 mois maintenant. Léna secouait le chariot en essayant de calmer le bébé, fouillant dans son sac à main pour quelque chose. Elle avait l'air dépassée et au bord des larmes elle-même. J'aurais pu m'éloigner. J'aurais dû m'éloigner. Nous n'avions aucune relation. Je l'avais clairement fait savoir, mais quelque chose m'a poussé à avancer. Léna, ai-je dit doucement. Elle a levé les yeux et le sang a quitté son visage. Elle a regardé autour d'elle comme si elle envisageait de fuir. Je suis désolé. Je vais aller dans une autre section. C'est bon, ai-je dit. C'est un magasin public. Nous sommes restés là maladroitement un moment. Sophia continuait de pleurer, son petit visage rouge de frustration. Est-ce qu'elle va bien, ai-je demandé, en désignant le bébé. Elle fait ses dents et elle est fatiguée et j'ai oublié sa tétine et je suis une mère terrible. La voix de Léna s'est brisée sur le dernier mot. Sans réfléchir, j'ai fouillé dans mon sac à main. Je transportais des fournitures d'urgence pour les enfants de l'hôpital. Tiens, ai-je dit, en sortant un anneau de dentition scellé. Il est propre. Je les garde pour le travail. Léna l'a fixé comme si je lui avais offert une grenade dégoupillée. Je ne peux pas. C'est pour elle, pas pour toi, ai-je dit fermement. Elle l'a pris lentement, l'a ouvert et l'a donné à Sophia. Le bébé s'est immédiatement calmé, mordillant l'anneau de dentition avec soulagement. Merci, a murmuré Léna.
J'ai hoché la tête et j'ai commencé à m'éloigner. Ah là, attends. La voix de Léna m'a arrêté. Est-ce qu'on peut parler, juste une minute? Chaque instinct m'a hurlé de dire non, de maintenir la limite que j'avais fixée. Mais je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De l'humilité. Une véritable humilité profonde. Une minute, ai-je dit. Nous nous sommes déplacés sur le côté de l'allée, hors du passage. Sophia était calme maintenant, jouant avec l'anneau de dentition. Je n'attends rien de toi, a commencé Léna. Je sais que j'ai détruit tout droit à ton temps ou à ton attention. Mais j'ai besoin que tu saches que tout ce qui était dans cette lettre que j'ai écrite, je le pensais. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à qui j'étais et pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, et j'ai honte. D'accord, ai-je dit, neutre. Je suis en thérapie. Beaucoup de thérapie pour la dépression postpartum, mais aussi pour tout le reste, tous les schémas toxiques, la jalousie, le sentiment de tout mériter. Elle a baissé les yeux sur Sophia. Je dois être meilleur pour elle. Elle mérite une mère qui n'est pas un désastre complet. Comment vont maman et papa? Ai-je demandé, me surprenant moi-même. Ils ont du mal. Papa a eu un problème de santé le mois dernier. Une légère crise cardiaque. Le stress de tout ça. Elle s'est interrompue. Ils demandent parfois de tes nouvelles. Tu leur manques. Ils ont fait leur choix. Je sais. Et je ne te demande pas de leur pardonner, ni à moi. Je voulais juste. Je voulais que tu saches que nous vivons tous avec les conséquences. Chaque jour, Sophia a tendu une main potelée vers moi, babillant quelque chose d'incompréhensible. De près, je pouvais voir qu'elle avait mes yeux, les yeux des Ashford, et quelque chose autour de sa bouche qui me rappelait Léna bébé sur de vieilles photos. Elle est magnifique, ai-je dit doucement. Elle l'est. La voix de Léna était remplie d'une tendresse que je n'avais jamais entendue de sa part. C'est la seule bonne chose qui soit sortie de tout ça. Et j'ai peur de la rater. Tu le feras probablement, ai-je dit sans détour. Tous les parents le font. Mais si tu en es consciente, si tu essaies d'être meilleur, c'est plus que la plupart des gens ne font. Les yeux de Léna se sont remplis de larmes. Je suis désolé. Je sais que je l'ai déjà dit, mais j'ai besoin que tu saches que je passerai le reste de ma vie à être désolé pour ce que je t'ai fait. Je sais, ai-je dit, et je le savais. Je pouvais le voir dans chaque ligne de son visage, l'entendre dans chaque mot. Ce n'était pas de la manipulation. C'était un remords sincère. Je ne suis pas prête pour une relation avec toi, ai-je continué. Je ne sais pas si je le serai un jour, mais je ne te souhaite pas de mal. J'espère que tu te ressaisiras pour son bien, sinon pour le tien. C'est plus que ce que je mérite. Oui, c'est vrai. J'ai recommencé à m'éloigner. Cette fois, j'ai fait 3 pas avant de me retourner. Léna, si jamais tu as besoin d'aide avec le bébé, une aide d'urgence, tu peux m'appeler. Je ne promets rien au-delà de ça. Mais si elle a besoin de quelque chose et que tu n'as personne d'autre, tu peux appeler. Le visage de Léna s'est décomposé. Merci, a-t-elle murmuré. Merci. J'ai hoché la tête et je suis parti, le cœur battant. Je n'étais pas sûr d'avoir fait la bonne chose, mais ça me semblait juste. C'était le choix de quelqu'un qui guérissait, pas de quelqu'un encore piégé dans la colère. 2 ans après le mariage qui a détruit ma vie, j'allais enfin vraiment bien. J'avais eu une promotion au travail. J'avais publié un article de recherche sur les traumatismes de l'enfance. J'avais couru un semi-marathon. J'avais voyagé en Italie seul et j'avais adoré chaque minute. J'avais aussi prudemment commencé une relation sérieuse. Il s'appelait Ben et il était enseignant dans une école près de l'hôpital. Nous nous étions rencontrés lorsqu'un de ses élèves avait été admis dans mon service. Il était gentil, patient, et quand je lui avais enfin raconté mon histoire, il m'avait simplement tenu la main et dit « Ça a dû être si douloureux. Je suis content que tu y aies survécu. Pas je suis désolé ou ce sont des gens terribles ou l'un des lieux communs habituels, juste une reconnaissance de ma douleur et de ma force. J'apprenais à quoi ressemblait un amour sain, ce que c'était que d'être avec quelqu'un d'honnête, qui était présent, qui me choisissait chaque jour. Léna et moi avions une relation étrange et distante. Nous ne nous voyions pas souvent, mais nous échangions des SMS de temps en temps. Elle m'envoyait des photos de Sophia franchissant des étapes. Je répondais par de brèves félicitations.
Ce n'était pas de la chaleur, mais ce n'était pas non plus de l'hostilité. C'était une paix prudente et délimitée. Mes parents et moi n'avions aucune relation. Ils avaient tendu la main plusieurs fois, mais j'avais maintenu ma limite. Peut-être qu'un jour je serais prête à leur parler. Mais ce jour n'était pas encore venu, et je n'allais pas le forcer. Julien a été libéré de prison après avoir purgé 18 mois. J'ai entendu par Emma qu'il avait déménagé dans un autre état, recommencé avec un nouveau nom, une nouvelle vie. Une partie de sa restitution comprenait une ordonnance de ne pas faire restrictive permanente. Il n'était pas autorisé à me contacter, jamais. Je ne pensais plus beaucoup à lui. Quand je le faisais, c'était avec une sorte de curiosité détachée. Qui était cet homme que j'avais aimé? Avait-il jamais été réel? Ou avais-je aimé un mirage? Tu ne le sauras jamais. Et j'avais fait la paix avec ça. Un soir, alors que j'étais assise sur ma terrasse avec Charlie à mes pieds et un verre de vin à la main, mon téléphone a sonné. Emma, salut, ai-je répondu. Quoi de neuf? Es-tu assise? Oui. Pourquoi? Julien s'est fait arrêter à nouveau dans son nouvel état pour fraude. Il a apparemment refait la même arnaque à une autre femme. J'aurais dû ressentir quelque chose. De la justification, peut-être. De la satisfaction qu'il subisse à nouveau les conséquences, mais je me sentais juste fatigué. Est-ce qu'elle va bien? Ai-je demandé à la femme. Je ne sais pas, mais je pensais que tu voudrais savoir que tu avais raison à son sujet. Que ce n'était jamais parce que tu n'étais pas assez. Il est juste brisé. Je le savais déjà, ai-je dit doucement. Mais merci de me l'avoir dit. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans le crépuscule grandissant, regardant le coucher de soleil peindre mon jardin de nuances d'or et de rose. L'arrestation de Julien ne changeait rien pour moi. Il avait déjà perdu son pouvoir sur ma vie. Il n'était plus qu'un homme maintenant, un homme triste et pathétique qui passerait probablement le reste de sa vie à faire du mal aux gens parce qu'il ne savait pas comment être entier. J'avais été brisée aussi. Mais je m'étais reconstruite. Différente d'avant, oui, avec des fissures et des cicatrices, mais plus forte, plus réelle, plus moi-même. La trahison avait été brutale. La vengeance avait été nécessaire, mais la guérison, c'était la vraie victoire. J'avais survécu. Plus que ça, j'avais prospéré. Et assise là sur ma terrasse avec mon chien, mon vin et mon cœur, d'un seul tenant, j'ai réalisé quelque chose de profond. J'avais gagné. Non pas parce qu'ils avaient subi les conséquences, bien qu'ils l'aient fait. Non pas parce que j'avais révélé la vérité, bien que je l'ai fait. J'avais gagné parce que j'avais refusé de laisser leur trahison me définir. J'avais refusé de devenir amer et brisé. J'avais fait le travail le plus difficile de tous. J'avais guéri. J'avais construit une vie que j'aimais, remplie de gens qui m'appréciaient. J'avais redécouvert ma valeur, non pas dans ce que les autres pensaient de moi, mais dans ce que je savais être. La femme qui s'était cachée dans cette tribune d'église il y a 2 ans, regardant son monde brûler, avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui connaissait sa valeur, quelqu'un qui ne se contenterait plus jamais de miettes d'affection. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément et sans rêve. Pas de cauchemar de lys et de dentelle blanche. Pas de réveil en sursaut, paniqué, juste la paix. J'ai épousé Ben lors d'une petite cérémonie dans mon jardin. Juste des amis proches, quelques collègues, Emma et sa famille. Pas de grande production, pas de mariage mondain, juste de l'amour, de l'honnêteté et de la joie. Emma était ma demoiselle d'honneur. Pendant son toast, elle a dit quelque chose qui m'a fait pleurer. C'est la personne la plus forte que je connaisse. Elle a été trahie par les personnes qui auraient dû la protéger. Mais au lieu de laisser cette trahison la détruire, elle l'a utilisée pour devenir quelqu'un d'encore plus incroyable. Elle nous rappelle à tous que nous avons le choix de devenir qui nous voulons, même après les pires choses qui nous arrivent. Ben et moi avons passé notre lune de miel en Grèce. Nous avons nagé dans une eau incroyablement bleue, mangé trop de nourriture et fait l'amour sous les étoiles. Il me disait tous les jours qu'il m'aimait et je le croyais. Non pas parce que j'étais naïve, mais parce que ses actions correspondaient à ses paroles, chaque jour. À notre retour, un paquet nous attendait sur le pas de la porte. À l'intérieur, un livre pour enfants et un mot écrit de la main de Léna. Sophia m'a demandé qui tu étais quand elle a vu ta photo. Je lui ai dit que tu étais ma sœur et que tu étais très courageuse. Elle voulait t'envoyer ça. C'est son livre préféré.
Il a pensé que tu l'aimerais aussi. Je suis dans un meilleur endroit maintenant. La thérapie a aidé. J'ai de nouveau un travail. Rien de glamour, mais un travail honnête. J'élève ma fille pour qu'elle soit gentille, qu'elle pense aux autres, qu'elle comprenne que les actions ont des conséquences. Je ne cesserai jamais d'être désolé pour ce que je t'ai fait, mais je suis reconnaissante que tu m'aies montré qu'il est possible de survivre à nos propres erreurs et de devenir meilleur. Tu n'as pas à répondre à ça, mais je voulais que tu saches que tu m'as sauvé d'une certaine manière en refusant de me laisser m'en tirer, en me tenant responsable. Tu m'as forcé à vraiment changer. Je suis une meilleure mère grâce à ça. Merci, Léna. J'ai tenu le livre, un exemplaire usé du lapin de velours, et j'ai senti des larmes me piquer les yeux. Pas des larmes de douleur cette fois. Des larmes de quelque chose de plus complexe. De la résolution peut-être, ou de l'acceptation. J'ai mis le livre sur mon étagère à côté de la photo de Ben et moi le jour de notre mariage. Certaines histoires n'ont pas de fin nette. Certaines blessures guérissent mais laissent des cicatrices. Certaines relations ne peuvent pas être réparées, mais la colère peut quand même s'estomper. Ma famille m'avait brisé, mais je m'étais reconstruite. Et la vie que j'avais bâtie à partir de ces morceaux brisés était plus belle que tout ce que j'avais eu auparavant. C'était ma vengeance à la fin. Pas leur souffrance, bien qu'ils aient certainement souffert. Pas leurs conséquences, bien que celles-ci aient été réelles. Ma vengeance était ma joie, ma paix, mon épanouissement. J'avais pris la pire chose qui me soit jamais arrivée et je l'avais utilisée pour devenir la meilleure version de moi-même. Et alors que je me tenais dans ma cuisine, dans ma maison, avec mon mari qui fredonnait dans la pièce voisine et toute ma vie qui s'étendait devant moi, j'ai réalisé quelque chose. J'étais heureuse. Vraiment, profondément heureuse. Ils ont essayé de me détruire. Au lieu de cela, ils ont juste ouvert la voie pour que je construise quelque chose de mieux. J'ai gagné.